この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, bienvenue pour le Team Manga Show numéro 42, votre actualité, votre émission actualité manga, animé et japanaiserie, et au programme beaucoup de news cette semaine, notamment avec Shingeki no Kyojin, voilà, une interview de l'auteur, en tout cas une partie de l'interview de l'auteur a leaké, et on a appris pas mal de choses concernant la fin du manga. Demon Slayer, le film, on y est les amis, il arrive en France, on va en parler. On va aussi faire un grand hommage à Shunsuke Kikuchi qui est décédé cette semaine, donc bien sûr une grande pensée pour sa famille. On va parler un petit peu de sa carrière, de ce qu'il a fait sur différentes séries, dont surtout Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc restez jusqu'à la fin. On est parti avec l'équipe. Aujourd'hui, on a Xela avec nous. Salut Xela. Bonjour, comment ça va tout le monde? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est content de vous retrouver. Bah écoute, ça va très très bien et toi? Ça va. Bah, de toute façon, toute la semaine, j'ai pu voir de certaines personnes là que je vois dans le chat, donc c'était cool. Donc, pour rappel, on stream un peu tous les soirs, donc voilà, n'hésitez pas à passer. Effectivement, on a Mister Dorian avec nous. Salut Dorian. Ouais, mon téléphone s'est emballé, y'a rien. Bah écoute, fatigué, comme d'hab. Lourde semaine, ça va être un peu le cas encore semaine prochaine. Le boulot, trop de boulot, toujours, tout le temps, j'en ai marre. Mais c'est cool aussi du boulot, ça rapporte. C'est l'importance. Il faut bien manger, Mister Dorian. Oui, on mange bien là. On a Black Kaizoku, salut Kai. Salut Kai. Salut Kai. Je n'ai pas Kai. Ah putain. Si tu es Kai. Quand on va voir, tu dis bon appétit, il y a vous aussi. Ah putain. J'espère que tout le monde va bien dans le chat. Et toi, tu vas bien, Elias? Eh ben écoute, moi ça va très très bien. Petit dimanche, tranquillou, Team Manga Show, comme d'habitude. Ça fait extrêmement plaisir de vous avoir avec nous tous sur le live actuellement. On est plus de 120. N'hésitez pas à partager le live sur les réseaux sociaux. Je vous remets le lien dans le chat. On est parti tout de suite pour les news de la semaine. C'est parti, jingle. Oula. Et on a perdu le X pour les news de la semaine. Du coup, on va commencer tranquillement avec du coup, les grosses news concernant Shingeki no Kyojin. Parce qu'on a eu des leaks de l'interview de l'auteur, Dorian. Yes, en fait, on n'a pas eu que ça. Donc, on a eu de nombreuses choses. Donc, avant, il faut mettre un contexte. Cette interview viendrait du Besatsu Motion Magazine de ce mois-ci, donc celui de juin. On rappelle que c'est toujours décalé d'un mois. Donc, celui du mois dernier, c'était pour mai. Donc, celui de ce mois, c'est pour juin. Et parmi ces infos, donc on a d'abord le tome 34, la couverture du tome 34 de Shingeki no Kyojin, donc qui sortira au Japon le 9 juin. C'était ce qu'on pouvait globalement attendre. En France, ça devrait, je pense, arriver dans l'été, septembre peut-être. Ouais, je pense aussi. Avant la fin d'année, en tout cas, c'est quasiment sûr. Oui. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, les autres. Elle est plutôt sympathique, j'aime bien. C'est une très belle couverture. Notamment, je pense qu'il y a quelque chose derrière l'arrière-plan qui n'y est plus. On va pas vous dire quoi, mais je pense que vous le devinez facilement. Donc moi j'aime bien, ouais, c'est cool. Moi je m'attendais à difficilement autre chose pour la cover finale. Ouais. En vrai, je m'attendais vraiment à ça. En vrai. Enfin, on en parlait hier en live, mais moi j'aime bien. Parce que ouais, le truc c'est que de toute façon, pour une fin de manga, c'est toujours un peu ce genre de symbolique. C'est soit un peu limite un énorme spoil sur la couverture, soit une symbolique comme ça. Mais pour un manga comme SNK, ça va être sûr que ça va être quelque chose comme ça. Ensuite, donc on a tout ce qui est par rapport à l'interview d'Isayama. Donc je mets le contexte. Donc c'est des leaks. Donc a priori, il serait vrai, mais on met quand même des pincettes. Parce que c'est vrai quand même que c'est un peu tôt pour des leaks du Besatsu. D'habitude, c'est un peu plus tard. C'est pour ça que je suis quand même assez étonné, mais faire confiance parce que c'est un utilisateur sur Beidou. Du coup, comment dire, pas le forum chinois, le réseau social. Ouais, réseau social, merci.
réseaux sociaux chinois du coup où sont souvent postés des leaks de SNK, d'autres œuvres du Jump, etc. Et donc du coup une des premières infos qu'on a, c'est que pour ceux qui se rappellent, il y a quelques années, Isayama dans un reportage télévisé à la télévision, il avait révélé le croquis de sa dernière page qu'on peut retrouver du coup de la toute dernière page. Évidemment aussi, j'ai pas précisé, mais on va éviter au maximum de spoil dans tout ce qu'on va dire. Il avait dévoilé le croquis de sa dernière page, qu'au final, ce n'est pas exactement la dernière page, mais elle est dans le chapitre final. Et Isayama, apparemment, dans cette interview, aurait révélé que, après une discussion avec son éditeur, la page aurait été changée. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, sur le coup, attendez, il y a un peu de poussière. Sur le coup, quand la page a été changée dans un chapitre, je vais pas dire que j'ai ressenti un peu comme une trahison, mais en fait, sur le coup, j'avais un peu peur que ce soit un peu le ah ouais, non, mais je vous ai trollé, je vous ai révélé un truc. Plusieurs années, vous avez tous théorisé dessus. En fait, c'était pas ça. Mais après, bon, parce qu'en fait, comme beaucoup, comme beaucoup, en fait, j'avais pas vu qu'elle était bien dans le chapitre final. Mais après, bon, j'ai vu, j'ai compris et j'ai dit ok, je pense savoir pourquoi. Voilà, là, Darin, tu te perds un peu dans tes propos, j'arrive même pas à suivre ce que tu racontes. Mais en gros, en fait, c'est dur sans contextualiser. Ouais, non, bien sûr, on va pas spoiler. La dernière page du manga aurait été modifiée au dernier moment par l'éditeur, du coup, c'est ça? C'est l'auteur qui a c'est l'éditeur qui a décidé. C'est sur une discussion. Après discussion, c'est l'éditeur, voilà. D'accord. De ce que j'ai compris, bon, sans dire c'était quoi la page, il aurait dû avoir plusieurs personnages dans la dernière page, ce qui aurait fait une fin peut-être plus explicite, plus directe par rapport à ce qu'on a eu. Alors après, on aime pas. Est-ce que ça aurait été une meilleure après, est-ce que juste une page finale aurait changé totalement la fin? Rien. Non, concrètement non. Non. Se leurrer. Donc ça, c'était un des leaks qu'on a appris de cette interview, que la dernière page a été modifiée. Il y a eu quoi d'autre aussi, Dorian? Bah du coup, c'est un peu dans le titre du live, c'est que Isayama de base aurait déclaré que du coup la fin de ce manga l'a dépassé et qui regrette du coup selon lui de pas l'avoir exploité au plein de son potentiel. Donc contrairement à ce que beaucoup disent, non, c'est pas il est déçu de sa propre fin et il dit que c'est de la merde. Il dit que il n'a pas réussi à aller au bout des choses pour lui. C'est-à-dire que si vous dites, ouais, non, mais en fait, ça veut dire que s'il y avait plus de temps, ça aurait été une bonne fin, etc. Ça aurait été la fin que vous avez vue. Ça aurait juste été plus détaillé. Et Isayama, faut savoir, c'est quelqu'un qui, depuis le début de ce manga, il dit toujours, ouais, je sais pas, c'est une case, c'est pas trop spécial, hein. Voilà. Il est, comment dire, Isayama, en fait, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup les critiques des autres, surtout sur Internet. C'est quelqu'un qui, apparemment, se recherche beaucoup, voir ce qu'on dit sur lui, ce qu'on dit sur son œuvre. Et d'un autre côté aussi, c'est quelqu'un d'un peu trop modeste, dans le sens où il a tendance à souvent se descendre lui ou un peu son œuvre en mode non mais vous savez, c'est pas si bien que ça, c'est pas si spécial, et il dit ça depuis le début, donc bon. Après, il est quand même, on voit quand même qu'il regrette, il s'est à moitié excusé. Oui. Surtout, il a dit un truc qui risque de déranger certains, je pense. Peut-être que Isayama n'a pas compris son manga, hein, c'est pas impossible. Mais qu'il n'avait pas pu traiter, que les thèmes qu'il devait traiter étaient trop compliqués pour lui. Et de ses propres mots, de ce qu'on a vu, c'est en gros, j'étais pas assez bon pour faire ce que j'ai voulu faire, en gros. Et c'est assez dur quand même comme critique, je trouve, comme autocritique en tout cas, d'arriver et de dire carrément, ouais, ok, j'ai peut-être un peu chié sur la fin, c'est une chose, mais d'arriver et dire clairement, genre, j'étais trop ambitieux et j'ai pas les capacités nécessaires pour faire ça. Ça demande quand même, je pense, un certain recul. Tu parlais de modestie, pour moi, ça va au-dessus de la modestie. Là. Oui, c'est plus de la modestie. Je parlais que vraiment il se descend. Mais ça m'étonne pas, en fait. C'est dans la lignée de toutes les interviews qu'il a fait auparavant, en fait. Donc, moi, d'une certaine façon, ça me choque pas. Donc, ça ne me choque pas non plus, dans le sens où, ouais, comme tu l'as dit, pour lui, par exemple, sachez que pour Isayama, c'est lui-même qui le dit, il était à son prime, il n'a jamais aussi mieux dessiné une scène d'action que depuis le 1v1 à Rebellion entre Eren et un certain personnage. Bon, je vous laisserai. C'est-à-dire que lui, depuis le chapitre, je sais pas combien, plus de 100 chapitres, le mec, il a rien dessiné de bien jusque-là. Alors qu'en fait, non, c'est faux, bien évidemment. On sait très bien quand t'as lu le manga qu'il est très critique envers lui-même et très dur envers lui-même. Ça, Isayama depuis toujours. Là, il dit justement que la fin de son manga l'a dépassé.
vraiment l'a dépassé. Il le disait déjà pour le personnage d'Eren avant, hein, que c'est un personnage qui l'a totalement dépassé et qu'il le contrôlait même plus. C'est le personnage qui vivait son truc tout seul. Donc il dit surtout qu'en fait il est déçu de pas être allé jusqu'au bout de ce qu'il aurait pu faire. La fin n'est pas parfaite pour lui et c'est logique dans le sens où aujourd'hui on voit que la fin n'a pas fait l'unanimité. Elle est très discutable. Voilà, beaucoup de gens ne l'aiment pas, beaucoup de gens l'aiment pour diverses raisons, mais il est vrai que Isayama considère avoir un peu flop sur la fin. Bon, ne pas être allé jusqu'à l'autre. Et notamment entre la discussion entre un certain personnage et un autre à la fin dans le chapitre. On va pas dire lequel, on va pas dire quoi, comment, mais il précise bien surtout sur cette discussion-là et sur ce personnage-là précisément qu'il a raté quelque chose. Et en soi, c'est une discussion qu'on a eue lors du grand débat de Senka et dans différents lives. Et justement, j'avais parlé de ce personnage-là et que c'était comme ça. Et finalement, moi, j'avais plutôt raison du coup de ce que Isayama a dit lors de l'interview. En fait, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que parmi les pages du coup supplémentaires avec le tome 34, on peut du coup supposer qu'il ce sera bien des pages du manga pur, du dernier chapitre potentiellement, qui se rajouteront et qui compléteront un peu la fin. Et peut-être on peut attendre un certain remaniement, pas dans le propos, mais plutôt dans la mise en scène, je pense, de la fin dans l'animé. Alors sachez aussi que on l'avait déjà dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est qu'il y aurait des pages en plus dans le chapitre, dans le tome relié, tome 34. Donc peut-être qu'il y aura des petits accords, par exemple via ce personnage-là, la petite discussion peut-être qu'elle sera un petit peu modifiée, alors qu'il y aura des rajouts. C'est possible, c'est même sûr après ce qu'il a dit. C'est souhaitable en tout cas. C'est souhaitable et ce sera trop cool quoi. Mais on verra. De toute façon, dès que le tome sortira, on en parlera sur la chaîne. Ça changera pas grand chose à la finalité du truc. Hein. La fin sera la même quoi qu'il arrive. La fin restera la même. Ouais. Effectivement. Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin est un manga très coté au Japon, dans le monde en général. Et pour les grands mangas, généralement, on a des concours de popularité. Ouais. Vous connaissez ça, vous connaissez très bien. Par exemple, pour My Hero, récemment, il y en a eu un, pour plein de mangas différents. SNK, il y en a eu un récemment et un assez spécial. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas du tout? Ça me dit rien. Ça me dit rien, en vrai. Est-ce que dans le chat, est-ce que dans les commentaires YouTube, vous l'avez? Je vais vous le dire dans tous les cas. L'attaque des Titans, il y a eu un vote de popularité, un concours de popularité entre, non pas les personnages du manga, mais les titans. Seulement les titans. C'est marrant, ça. Et hors titans, les titans principaux, on va dire, les titans de Eren, etc. Tu vois. On a les titans, et du coup, le premier, c'est celui que vous voyez tout à gauche, avec la petite tête, là, qu'on voit. Oui, celui qui est bizarre, si, ça me dit quelque chose. Okay. Corps, là. Voilà. Okay. Donc, il y a ça. En deuxième, on a celui-là. Troisième, on a, du coup, c'est un personnage. Titan souriant. Ouais. Titan souriant. En troisième, je sais pas si. En quatrième, c'est qui ça? C'est. On dirait. Je sais qui c'est. Ok, ouais, on est d'accord. Oui. Donc c'est là ce qui me semblait, je vais pas le dire. Bref, vous avez les 5 premiers, on va dire, de l'ordre de gauche à droite du concours de popularité. Je trouvais ça plutôt marrant, donc je voulais vous partager. Pas de Titan Père Noël, je suis un peu déçu. Ouais, c'est vrai, pas de Santa. Fallait voter, les amis. Fallait être japonais, fallait voter. Merde. Allez, on continue sur les concours de popularité et cette fois, on passe sur Chainsaw Man Xela. Ouais, on parle de concours de popularité. S'il y a bien, je pense, dans les dernières années, une série qui a eu un impact particulier dans les concours de popularité, c'est Chainsaw Man, avec des concours ouverts au monde entier, sur Internet. Je rappelle que Power, qui a gagné le premier concours de popularité, avait été propulsé en un seul dans le top 5 des personnages les plus populaires de tous les temps, du coup, du Jump. Ce qui est une belle perf, soyons d'accord. Et du coup, là, on a eu un deuxième concours de popularité qui a été lancé là, il y a quelques temps. Il a duré une petite semaine. Et surprise, c'est Aki qui l'a remporté, d'assez loin en plus, hein, vraiment il est loin devant. Deuxième place Makima, troisième place Power. Donc je pense que ça fait de Power sûrement le personnage qui a reçu le plus de votes, ou le deuxième, en tout cas sûrement égalité Goku, quelque chose comme ça. Donc c'est gros score. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que Fujimoto a annoncé que du coup le gagnant aurait le droit à un one shot. Et Aki du coup c'est un très bon choix pour ça, parce que c'est un personnage qui a énormément de choses à exploiter, qui a un passé intéressant et tout. Mais petit truc, c'est que à l'annonce des résultats, Fujimoto a aussi publié un petit strip de 8 cases sur son Twitter, donc de Yonkoma, et on n'a pas de confirmation sur oui ou non est-ce que c'est ça le one shot en question, ce qui serait quand même un peu dommage parce que bon, les gens s'attendaient à quelque chose de plus grandiose.
Mais il faut se rappeler que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, on savait que Fujimoto recrutait un assistant pour faire un one-shot. On sait aussi qu'il travaille toujours sur Chainsaw Man. D'ailleurs, il y a eu une interview qui est sortie concernant la saison 2 de Chainsaw Man, où il explique que l'idée de la saison 2 est verrouillée, on sait où on va, que ça sortira, on recommencera pas au volume 1, du coup ce sera bien le volume 12 de Chainsaw Man qui sortira, il y aura juste le titre qui changera, donc pas à la JoJo, ou peut-être à la JoJo au Japon, j'ai un doute. Donc voilà, ça va être un truc complètement différent. Il disait justement qu'il avait énormément de liberté sur l'écriture, encore plus qu'à l'époque de Chainsaw Man, ce qui est assez fou. Donc à voir maintenant si on a le droit. Comment lui donner plus de liberté je sais pas comment. Il dit dans l'interview, il y a des moments, je sais pas si j'avais vraiment le droit de faire ce que je faisais. Genre c'est. Ah, cette fois la gerbe, elle va sortir autre part que vers la bouche. Bref. Ah, c'est vrai que Chainsaw Man, Fujimoto a une très très grande liberté dans le jump en plus, enfin à l'époque. Dans le Shonen Jump. Alors imagine dans le Jump Plus, il va devenir. J'ai peur. En roue libre, vraiment. Donc voilà, est-ce que c'était ça le one shot? Peut-être, peut-être pas, on le saura très certainement bientôt. Je pense. Ouais. Est-ce que vous êtes Makima ou est-ce que vous êtes Power? Alors, dites-nous dans le chat, dans le Team Makima, Team Power, voilà, vous nous le dites. C'est cadeau. Power. Ici, monsieur. Team Makima, ici, les amis, Team Makima, c'est moi qui décide. Team Manga et Team Makima. Let's go, on continue. Fais-moi un coup. Allez, on continue, les amis, avec une bonne nouvelle. Chainsaw Man, c'est chez qui en France? Zella? Kazé. C'est chez Kazé. Et Kazé, du coup, qu'on a reçu il y a pas longtemps pour Machel, dans une de nos émissions disponibles sur YouTube, bien évidemment, en rediffusion. Grosse annonce, du coup, chez Kazé, cette semaine. Kai, je te laisse nous dire. Voilà, c'est une série sur laquelle on blague énormément. Donc, vous savez, ça a été annoncé cette semaine, c'est Kaiju Hachigo qui débarque chez Kazé. Le premier tome débarque le 6 octobre chez nous, 2021. Donc nous, on était plus ou moins au courant, on savait, mais très très content et je pense que ça fera énormément plaisir aux fans qui attendent énormément la série en France. Et, notamment en mentaliste des commentaires. Shout out le mentaliste des commentaires. Sur le mentaliste. Et du coup, ouais, très content. Donc hâte que ça débarque chez nous et pour l'instant, il y a que 2 tomes au Japon, donc le 3e va pas tarder. Donc voilà, une bonne série, enfin une série qui fait son petit bout de chemin au Japon, qui est très populaire, qui a fait même un meilleur démarrage que Spy X Family, qui en lui-même est déjà un très très gros démarrage. Donc on lui souhaite tout simplement la réussite et une popularité chez nous aussi. On peut dire que Kaiju Hachigo est un véritable phénomène au Japon actuellement, en termes de statistiques, etc. C'est un succès monumental. Est-ce qu'en France, vous pensez que du coup, ce sera un petit peu similaire? Parce qu'on voit que c'est un titre très attendu quand même, hein. Beaucoup d'émulation. J'ai une petite on attend la com de Kazé surtout. Déjà, parce que ils mettent les moyens. Généralement, Kazé, ouais, ça va. C'est ça le problème, c'est que Kazé, si vous regardez bien, ils ont des séries avec un rythme assez soutenu, souvent. Je pense à IQ, TPN, Chainsaw Man, voilà, ça sort. Kaiju, normalement, le prochain tome devrait sortir le 4 juin au Japon. Donc ça veut dire que là, le temps que Kaiju arrive en France, ça sort quand? C'est en octobre en France? C'est le 6 octobre. Ouais. Il y aura même pas 4 tomes. J'ai peur qu'on rattrape très vite ou alors qu'on reste constamment à un tome du Japon. Ce qui peut être super cool. Si on est constamment à un tome du Japon, c'est incroyable. Hein. Mais si on décide de prendre un peu de retard sur le truc, on va vite avoir des tomes très espacés. Ce serait dommage quand même. Bah, ça va être le même cas que pour Spy Family, je pense, chez Kurokawa. Hein, ça... Bah, en fait, pour un manga comme ça, je dirais pourquoi pas. Parce qu'en fait, il pourrait faire de chaque sortie de tome un événement. Je pense que Kaiju Number 8 sera Hachigo, pardon. Attention, pardon, je ne suis pas japonais, pardon. Il est sorti en France, monsieur. Kaiju numéro 8. Kaiju numéro 8, nous sommes français. Ouais, ben, je pense qu'il sera potentiellement, comme un peu l'a fait Spy X Family avec sa montée incroyable, dans le top Oricon de l'année. Donc, pour un tel manga, je pense que il pourrait faire en sorte que chaque tome soit vraiment un événement à lui-même, limite une édition du manga à lui-même, en fait. Quoi qu'il en soit, en tout cas, dites-nous dans les commentaires hein, si vous attendez ce titre. Moi, c'est un titre que j'attends quand même pas mal. Parce que j'entends beaucoup de bien, beaucoup tout court, hein, parce qu'en termes de popularité au Japon, c'est vrai que c'est un truc de malade actuellement ce qui se passe. En France, on voit que dès que le titre est déjà le titre avant qu'il soit annoncé était déjà assez attendu, très souvent demandé, réclamé. Maintenant qu'on a la nouvelle et qu'on le sait, je vois que beaucoup de gens sont très très hypés autour du titre. Donc dites-nous hein, si vous êtes hypé. Xela rapidement, hypé ou pas? Enfin, est-ce que tu l'attends?
raisonnablement. Alors, Yes. Kai, Ouais, je l'attends. c'est parfait. Alors, on est tous prêts 4 sur 4. pour Kaiju Hachigo pour octobre. On en parlera bien évidemment dans l'émission. Si elle existe encore d'ici là. Si on n'est pas tous morts d'ici là du Covid numéro 72 d'un de Jetsu. Donc ça fait une grosse annonce cette semaine, mais pas que, parce que Meian a fait une très grosse annonce. Xela, je te laisse nous dire ça. Vous l'avez vu en générique, normalement. Je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. Ça fait un moment que je vous en parle, que je casse les couilles à tout le monde avec ça. C'est enfin fait. Kengan Ashura, ça arrive chez Meian et pas par la petite porte. Parce que, attention, on parle donc d'une sortie. 4 tomes qui sortiront donc le 2 juin en 2021. Et surtout, formule d'abonnement. Formule d'abonnement à la Kingdom. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Qu'est-ce que ça... Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Et pour moi, ça annonce du très très bon parce que Kengan, c'est une série qui est assez longue, 27 tomes plus un tome 0 qui pour moi va sortir parce qu'il est important. Derrière, on a Kengan Omega qui est la suite, qui a déjà 8 tomes. Donc ça va durer au moins 15, je pense. C'est-à-dire que s'ils décident de faire vraiment l'abonnement à la longue comme ça, c'est un gros potentiel. Pour sortir une série comme ça, je pense que c'est le meilleur truc. 4 tomes le 2 juin. Parce qu'en 4 tomes, t'es plongé dans le truc, c'est bon. T'es rentré dans l'histoire à 200%. C'est là où, en 2 tomes, vu que c'est une série qui prend quand même un peu son temps au début, on aurait pu se dire oui, d'accord, bon, voilà. Là, en 4 tomes, t'es dedans. Donc, à voir maintenant, est-ce que les gens vont craquer en 4 tomes le 2 juin, je sais pas. Les tomes sont pas très chers, je crois. C'est moins de 7 €, si j'ai pas de bêtises. Là, je crois que c'est un truc comme ça. Bah, ça va être comme les tomes de Kingdom, je pense. Les tomes de Kingdom sont pas très chers non plus. Donc, très très cool. Donc, je suis un homme heureux. Je suis heureux. C'est un manga de bagarre, du coup, hein, pour ceux qui. La bagarre. Bon, bah, c'est vrai que Kengan Ashura, c'était un titre quand même qui était assez attendu, notamment des fans de Baki. Fut un temps. À l'époque. À l'époque, non, Baki en vrai, c'est un titre assez attendu. Ouais, Baki. Kengan Ashura, Kengan Ashura était un titre plutôt attendu. On savait que ça arrive en France, on savait pas par qui, quand, etc. Ça arrive chez Meian et ça arrive demain, hein, parce que c'est début juin, c'est demain, quoi. On va pas se mentir, c'est incroyable. Formule d'abonnement, 4 tomes tous les 2 mois, ça va être la régalade. 3 box du coup pour 9 tomes, c'est ça? Probablement. On a pas. 3 box. On a 27 tomes, 28 si on prend le tome 0 qui sortira, je pense. Donc, non, mais ils ont annoncé, ils ont fait un tweet, hein. Ils ont fait 3 box pour 9 tomes par box. Ah, ça a été annoncé les box? Oh, les box vont être stratosphériques, j'ai trop hâte. Il y a les box, il y a tout ce que tu veux, donc à mon avis, à l'intérieur, il y aura des goodies en plus. Non, concrètement, là. Le fond va changer, les amis. Ouais, il va y avoir des posters dans le fond. Ouais, non, mais là, on est bien. C'est trop cool. On est bien, formule d'abonnement en plus, donc c'est top. Et formule d'abonnement qui va pas durer non plus une éternité, donc ça veut dire que d'ici 2-3 ans, même plus 2 que 3, je pense, on va avoir un nouveau slot qui va se libérer du coup, parce que là, c'est un peu la question qu'on se posait avec la fin de Kingdom. Enfin, la mise à jour de Kingdom, donc le tome 60 qui est sorti. C'était, est-ce que la formule d'abonnement c'était que pour Kingdom? Est-ce que ce serait que pour des séries très longues? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire de ce truc-là? Bah, visiblement, ça les branche de continuer là-dessus et je trouve que c'est super cool. Frisk Orleans fait la promo du manga, peut-être, qui sait. Frisk Orleans a donné une carrière au manga, on peut le dire. Je plaisante, bien évidemment. Et comme si ça ne suffisait pas cette semaine, une autre annonce a été faite de la part de Mangetsu. On savait que du coup, on allait se manger du Tetsuhara avec Keiji. Et en fait, ce n'est pas un manga qui arrive de Tetsuhara, ce n'est pas 2, mais 3, les amis, 3. C'est la folie en ce moment. Donc, Mangetsu a annoncé cette semaine du coup le préquel de Kutonoken qui s'appelle du coup Fist of the Blue Sky ou Soten no Ken pour les intimes, du coup de Tetsuhara et Buronson, qui sortira du coup en France en septembre 2021, qui ressortira plutôt parce que il existait déjà, je crois que c'était chez Panini il me semble à l'époque. Qui n'était plus du coup probable, plus édité en France. Du coup, ça c'est une bonne nouvelle, une bonne nouveauté qui arrive. Il y a Keiji qui va du coup arriver aussi également. On vous l'avait déjà dit, et aussi la nouvelle série de l'auteur qui s'appelle Ikusanoko, la légende d'Oda Nobunaga, et c'est annoncé pour 2022. Ça fait plaisir. Écoutez, les amis, franchement, on mange juste trop bien. C'est le retour de Tetsuhara en France, on peut le dire. Donc bonne nouvelle quoi. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat, dans les commentaires? Dites-nous si vous êtes chaud sur ça.
Kai, est-ce que toi, t'es hypé? Non, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir de voir ces séries revenir. Enfin, tout simplement arriver chez nous. Donc, Tellement. Mm. Tellement. C'est. Tu veux dire un truc? C'est trop cool, et d'autant que moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que c'est un nouveau titre encore, donc Nobunaga, du comic Zenon. Du comic Zenon qui arrive chez Mangetsu, ça fait déjà 3 ou 4, je crois. Ouais. Donc ça, peut-être 2 ou 3, je me suis un peu emballé. Il y en a beaucoup qui arrivent en France, c'est un super magazine, donc c'est très varié, ça propose vraiment des trucs de fou. Donc très très content. C'est clair, je vois dans le chat Fujin qui dit à quand une réédition de Hokuto no Ken? Bah, écoutez, peut-être qu'un jour, si ça passe, c'est chez Kazé pour l'instant, hein, de toute façon. Je sais que il y a une belle Deluxe quand même, il y a une jolie Deluxe de Hokuto no Ken actuellement en France. Je sais pas si elle est disponible encore. Ouais, elle est dispo, j'ai regardé Elle est hier, dispo. on en parlait. Donc voilà, au pire, vous allez chez Kazé et, C'est une belle édition quand même. et vous avez un beau bouquin Hokuto no Ken, enfin des beaux bouquins Hokuto no Ken, qui est une série mythique dans le monde du manga, c'est indéniable. On continue avec l'auteur de Alice in Borderland qui se lance dans une nouvelle série, Kai. yes, c'est le site Yawaraka Spirits de Shogakukan qui a révélé ce mercredi justement que Haro Aso et Shiro Yoshida sortiraient en août prochain un nouveau manga qui serait intitulé No You Girls. C'est l'auteur, enfin en tout cas pour Haro Aso, qui est l'auteur de Alice in Borderland. Donc, nouvelle série de ce dernier. Et cette série est présentée comme une comédie extérieure portant sur une fille qui visite des sources thermales. Donc, ça a l'air d'être un manga exploration. Donc, c'est assez commun au Japon. Donc, à voir ce que ça va donner. C'est intriguant. un mangaka qui est plutôt assez droit dans ses bottes et qui sait mener ses histoires. Donc, à voir. Je sais pas Ouais, vous. pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Quand on voit l'image, en fait, moi, ça me fait pas du tout penser à une comédie. Quand on dit comédie extérieure, C'est on va ça. penser peut-être à des trucs un peu type Yuru Camp, tu vois. Mm. Ça n'a pas l'air d'être la même ambiance du tout. Pourquoi elle a un masque à gaz? Qu'est-ce qu'il se passe? Donc c'est. Je pense qu'il joue vraiment là-dessus en tout cas. Petite comédie de Tchernobyl. Réimpression. Il va y avoir des réimpressions de Borderlands normalement d'ici peu, je crois. C'était en septembre, un truc comme ça, ou c'est peut-être déjà tombé. Parce que le Bonne tome était nouvelle, ça. introuvable. Bonne nouvelle, Le tome ça. était complètement introuvable. Il y avait eu une grosse demande après le live C'est action, qui va avoir une saison 2 d'ailleurs. Donc voilà, ça devrait pas tarder à tomber. Voilà, si vous êtes toujours hype par le truc, vous allez pouvoir mettre la main sur les tomes. En tout cas, j'entends beaucoup de bien de Alice in Borderland, du coup, le manga de l'auteur à la base. Faut que je le lise. Si ça ressort, du coup, tu me dis, c'est chez Tonkam, je crois, dès pour Tonkam. Donc si c'est réimprimé, je pense que je vais tenter l'aventure en manga également. Parce que la série m'avait plutôt convaincu. Eh bien, les amis, on continue avec le train de l'infini, qui est parti un petit peu en avance, malheureusement, parce que le film a tout simplement leaké Xelan aux États-Unis. Ouais, leaké, c'est pas exactement le mot, c'est pire, je vais te dire qu'un leak. C'est qu'il a été mis en vente sur le PlayStation Store le jour quasiment, ou le jour de sa sortie au cinéma. Il est resté en ligne 1 heure, 2 heures, mais vous devinez bien, c'était déjà trop, ce qui fait que le film a été enregistré, téléchargé, diffusé à travers le monde. Donc compliqué, notamment pour les pays dans lesquels il n'est pas encore sorti. Il faut savoir que jusqu'ici, la date un peu butoir pour les sorties ciné, c'était le 16 juin, je crois, avec la sortie du Blu-ray au Japon, qui derrière, on savait, il allait se faire dump, et hop, il allait finir sur Internet, le film aurait été dispo dans la semaine. Là, voilà, ça arrive un peu plus tôt que prévu. Heureusement, le gouvernement français a pris des dispositions à cause du leak. Mais voilà, c'est... Il y a un mec qui a perdu son taf chez Sony, ça c'est sûr. D'autant que Sony, c'est Funimation. Funimation, Bah oui, surtout, c'est ceux qui font c'est ça qui est chaud. de Demon Slayer. C'est qu'ils le détiennent. C'est ton patron qui lit ton travail qui va te dire pourquoi ça ne fait pas de résultat. Très compliqué. Non, le leak n'a pas été fait exprès. Hein. Voilà, dans le chat, ça demande ça. Bien évidemment que non. C'est un manque d'argent à gagner phénoménal, je pense. Ah, mais là, Donc, les pertes sont colossales. Mais pourtant, Dorian. Alors monsieur, c'est pas vous qui faites des transitions. Monsieur, déjà, j'allais la faire en plus, là, tu commences à me piquer mon travail, j'aime pas trop. Je pense qu'on va t'écarter, je pense, de chez moi. Allez, vas-y, Dorian, qu'est-ce qui s'est passé aussi pour le film, du coup? Un record?
Là, aux USA, le film est sorti très récemment, donc je crois que la situation au niveau du Covid s'améliore un peu mieux aux États-Unis que dans d'autres pays du monde. Donc du coup, les cinémas, eux, c'est bon. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué à faire, mais bref. Et du coup, le film Demon Slayer est sorti là-bas et déjà un record absolu en termes de film d'animation japonaise. C'est un truc de fou. C'est le film le plus rentable d'animation japonaise aux USA. Enfin, dans le monde même, je crois. Non, dans le monde. En fait, il était déjà le premier au Japon. Et là, depuis qu'il est sorti aux États-Unis, en moins de quelques jours seulement, il passe film le plus rentable ever du monde. C'est un truc de fou. Devant, je crois que c'était Princesse Mononoke ou Chihiro. Ghibli. Non, c'est Chihiro. C'est Chihiro qui était premier. Là, c'est officiel. Demon Slayer, le train de l'infini, passe devant. C'est la folie. C'est juste la folie. Il commence à peine. Il vient de sortir. Il vient de sortir aux États-Unis, quoi. Voilà, c'est truc. Il est parti dans le monde encore, vraiment, tu vois, donc ça va. En Europe, je crois qu'il est sorti en Asie. Je crois qu'il est sorti en Thaïlande, en Chine, Singapour et tout. Il est sorti en Asie de l'Est. Et voilà, dans quelques pays d'Asie, effectivement. Et du coup, il est aussi sorti ailleurs, les amis. Miro, s'il te plaît. Les amis, il est temps, vous montez dans le train en direction de l'infini, les amis, parce que le train de l'infini Demon Slayer arrive en France à partir de ce 19 mai prochain, mercredi 19 mai. Victoire. Le film sort enfin. Wakanim a sorti, Macron a libéré déjà les cinémas. Wakanim a direct dégainé en partenariat avec CGR. Du coup, c'est les cinémas CGR. Du coup, dans toute la France, à partir du mercredi 19 mai, vous pourrez voir votre film dans beaucoup de cinémas à travers le pays. Et ça, Macron, il a fait à chaud le leak. On va non, mais vraiment, c'est ça. Hein. Parce que c'est super drôle quand même comme situation. On était là en mode il y a le leak du film qui est sorti, à deux doigts d'enterrer presque la sortie ciné. Et là, Macron il est arrivé à la télé, il a fait bon les mecs, j'ai les choses en main, ouverture des ciné, retournement de situation complet. Du coup c'est parce que sinon le film serait sorti en fait aussi le mois prochain en DVD, donc en DVD Blu-ray au Japon. C'est donc ça, à partir de ce moment-là, c'était finito. Mais là ouais c'est vraiment cool. Bon après faut voir les jauges qui sont prévues pour les cinémas en France. Par contre pour les films. C'est ça. Alors du coup le Grand Rex a annoncé qu'il y aurait des séances dès le 19 mai. Du coup ce ne sera pas vraiment une avant-première dans le sens où tous les autres cinémas auront également le film le même jour. Et d'un côté, j'ai envie de dire tant mieux pour le reste de la France quand même. C'est quand même cool. Est-ce qu'il y aura un petit événement au Grand Rex? Peut-être pas, je sais pas. Ça semblerait pas. C'est pas annoncé en tout cas, mais petite séance presse Wakanim. C'est vrai que c'était un film très attendu, même dans la team. On se le cache pas, hein, c'était clairement le film qu'on attendait depuis longtemps. On trépigne d'impatience de le découvrir. Donc bien évidemment, on vous invite à ne pas regarder les leaks. Du coup, qui sont sortis par les leaks. La version qui est piratée, qui est sortie sur le net depuis quelques jours. C'est leur VF. Enfin, la VOSTFR. Avec des grosses guillemets. Voilà. Voilà. Très approximative. C'est très approximative. Voilà, le film arrive dans quelques jours maintenant, dans 2 semaines, on peut le dire. Un peu moins. Ce sera aussi dans les Kinépolis, d'ailleurs, et ce sera peut-être même pas limité au CGR, parce que vraiment, la manière dont Wakanim a communiqué ça, c'était que c'était vraiment sorti partout en France. Ils ont dit, il y en a pas chez toi, tu l'auras quand même. C'était pas super clair à ce niveau-là, mais normalement, vous devriez avoir votre film chez vous, pas d'inquiétude. Je suis désolé, mais que ce soit les petits ciné indépendants ou les grosses chaînes, s'ils voient le truc et ils disent « Ah non, je sens pas l'animation », alors que le truc, il vient de sortir aux USA, c'est le plus gros succès mondial, bon, à un moment, faut vraiment pas avoir le cerveau, je suis désolé. Faut arrêter de se voiler à la face, quoi. Mais j'ai une bonne nouvelle, les amis, parce que le film Demon Slayer ne sortira pas seul ce 19 mai, parce que Eurozoom a aussi dégainé de leur côté, avec de très beaux films également, dont Violet Evergarden, le film qui sort le 19 mai, en même temps que Demon Slayer. On a aussi Ongaku, le film, qui a l'air excellent aussi, le même jour. Donc, déjà 3 films d'animation dès le jour des ouvertures des cinémas. Donc, bien évidemment, on vous invite fortement à aller regarder tous ces films-là pour montrer qu'on est encore là. Voilà, ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de cinéma, plus d'1 an. On veut y retourner et on veut surtout voir des films d'animation
Ça nous ferait le plus grand bien. Et également, on a Détective Conan, le film, le dernier, qui s'est sorti au Japon il y a quelques jours, qui arrive le 26 mai, également chez Eurozoom. Donc que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Est-ce qu'on a des infos concernant la diffusion du préquel du coup du film Conan? Tu sais, ils ont sorti un petit film qui récape un peu tout ce qui tourne autour de Akai. Est-ce que du coup on a parce qu'ils avaient dit Eurozoom qu'ils allaient le sortir? C'est comment? Il y a toujours rien à ce niveau-là? Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de nouvelles pour l'instant. Après, en vrai, il y a un petit résumé au début du film, de ce film-là, qui fait que tu peux comprendre le film aisément sans être à jour dans le manga concrètement. Il y a aussi le trailer VF qui a été sorti du coup cette semaine. Ah, ça, un vrai plaisir. Et là, j'avoue que quand j'ai entendu la voix de Shinichi et celle de Conan juste après, j'étais le petit frisson là. Ça fait des années que les fans voulaient de la VF. Parce que, la série n'est plus traduite. 750, un truc comme ça. Ouais. Donc très très bonne nouvelle également concernant ça. Moi personnellement, je l'ai déjà vu en VSTFR du coup, je vais le revoir en VF à mon avis. Oui. La VF de Conan est superbe en plus. Ouais, effectivement. On attend Evangelion et Eyes Away au cinéma, effectivement, je suis d'accord avec toi. On attend beaucoup de trucs là maintenant. Là, d'un coup, là maintenant. Sacré. C'est le moment de sauver le cinéma, les gars. catalogue. C'est le moment. Exactement. Si vous voulez sauver le cinéma, les amis. Oui, ils vont en juin. C'est vrai. Quel film. Radio Wave, j'ai eu la chance de le voir au cinéma avant que tout explose. Il y a eu 2 séances en France, quoi. Il y a eu littéralement 2 séances en France. J'ai eu la chance de le voir et franchement, quand vous allez ressortir de la salle, je pense que vous allez chialer. Enfin, vous aurez des petites larmes aux yeux parce que c'est touchant. C'est un film très touchant. Masaki Yuasa, bien évidemment, à la réal. Donc très très bon film. On en reparlera quand ça sortira également. On continue avec Madhouse. Madhouse qui dévoile un nouvel animé qui s'appelle Sonny Boy par Shingo Natsume. Je vais pas dire que ça fait longtemps, mais bon, un peu dans l'imaginaire collectif, c'est un peu ça. Madhouse, donc oui, qui dévoile l'anime Sonny Boy, donc par Shingo Natsume, donc qui a travaillé notamment sur la saison 1 de One Punch Man quand c'était fait par Madhouse. Donc, il a sorti un petit teaser d'une trentaine de secondes de souvenirs pour donc son animé prévu en 2021. Là, j'ai envie de dire, en fait, quand on y pense, Madhouse, on n'entend plus trop parler ces dernières années. Pourtant, ils font quand même des projets, je regardais, mais c'est beaucoup de trucs. J'ai envie de dire, l'intérêt des projets, tu les vois à s'ils ont une fiche Wikipédia ou non. Ce qui n'est pas le cas pour la moitié des trucs qu'ils font ces dernières années. Donc, c'est Madhouse qui va peut-être revenir parce qu'en plus, l'animé, en tout cas, a l'air d'avoir une direction artistique très cool, très colorée. Donc c'est vraiment à voir là. De ce que j'ai vu, en fait, l'histoire, c'est une classe, un groupe d'élèves, en tout cas un groupe de jeunes, qui se retrouvent un petit peu propulsés dans un monde où ils ont des sortes de pouvoirs, et du coup, ils vont peut-être s'entretuer. Enfin, je sais pas trop, c'est un peu genre de délire, un peu à la survival, j'ai l'impression. Et je vois dans le chat, c'est vrai, effectivement, que le character designer, c'est le character designer de Perfect Blue, un très grand film d'animation. Donc, et ça se ressent je trouve, sur les personnages. Donc, il est super beau le trailer. Hein. Ça donne beaucoup. Madhouse, qui déçoit, ils font plus les bigs. Bah, en fait, l'équivalent de Madhouse aujourd'hui, enfin de l'époque, aux alentours des années 2010, c'est Mappa aujourd'hui. Et c'est normal, vu que c'est un studio fondé avec des anciens de Madhouse. Donc, pas étonnant. Totalement. Donc, bon, le film arrive en 2021. On n'a pas la date précise encore. C'est une série. J'ai dit quoi? Le film. Ok, l'animé, bien sûr. On parle tellement de films en ce moment Moi aussi, j'ai bugué. Donc, a priori, je pense octobre. Hein. Si c'est encore indéterminé, ça va être octobre-automne. Hein. Ouais, je pense aussi automne 2021. Ça tombe bien pour l'été, je trouve. Vu l'ambiance qu'on a, l'esthétique du truc. Si c'est juste une vrai, annonce tardive, ça serait cool en été. C'est vrai, mais bon, ça serait assez étonnant s'ils disaient, hop, d'un coup, paf, été. Alors que d'habitude, ils diraient au moins été, puis après, ils confirmera la date. C'est totalement possible que ce soit pour été également. Il n'y a pas de mystère. On a aussi du coup un nouveau trailer pour Blue Period qui est sorti, Kai. C'est ça. Bah, c'est tombé avant-hier, il me semble. On a eu droit à un nouveau trailer, l'affiche et l'annonce des seiyuu. Pour rappel, Blue Period, qui est sorti chez nous cette année, est prévu pour octobre 2021 avec le studio Seven Arcs. Du coup, on a un visuel des chara design que je trouve plutôt propre. Pareil pour le trailer, c'est plutôt bien réalisé. Pour les seiyuu, on a pour le protagoniste Yaguchi, il sera doublé par Mineta Hiromu, qui est encore un débutant, qui n'a pas de grand rôle.
Pour Ayukawa, on a Anamori Yumiri qui fait Ayasaka Ai dans Kaguya-sama. Pour Takahashi, on a Daiki Yamashita qui fait Deku et Narancia. Ashida, on a Kawanishi Kengo qui fait Kiriyama Rei dans Sangatsu. Et pour finir, on a pour Kuwana, on a Miyamoto Yume qui fait Kamino Mei dans Godzilla Singular Point. Donc du beau monde pour cette adaptation. Donc moi j'ai hâte de découvrir ça en tout cas en animé. Et je sais pas vous les gars, mais moi je trouve ça plutôt propre. Ah bah franchement ouais, l'animé le trailer donne plutôt envie. Le manga est très très bon en plus, je vous l'ai dit du coup chez Pika cette année. Donc j'ai pu le découvrir avec les 2 premiers tomes déjà et c'est vrai que c'est un manga que j'aime beaucoup. Donc l'animé risque d'être dans la bonne lignée, en tout cas une très bonne adaptation. Donc effectivement j'ai hâte de voir ça. On en reparlera quand ça sortira. Bien évidemment, c'est prévu pour octobre 2021 du coup. C'est ça. Donc c'est bientôt. Encore une fois, c'est très bientôt. On continue avec My Hero Academia. Chaque semaine, j'ai l'impression qu'il y a des choses autour de My Hero Academia. Kai, dites-nous, il y a eu des interviews, des paroles de Kohei Horikoshi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bah du coup là force est de constater, c'était la sortie du Jump Giga cette semaine, donc on a eu droit à une interview alors qu'en général on a juste droit à une page couleur ou des petits goodies. Et là on a eu droit à une interview d'Horikoshi où justement il parle de la fin de My Hero Academia et il précise que justement cette dernière a été décidée avant même le début de la série. Et il dit que même si le chemin qui conduisait était plus long que prévu, les éléments majeurs qu'il a prévu de mettre en place pour conclure le manga n'ont pas changé du début à la fin. Donc c'est pas une nouvelle qui m'impressionne tant que ça, parce que pour rappel, My Hero Academia c'était la dernière chance de Horikoshi et c'est sa manière de redonner vie à une vieille histoire qu'il avait écrite quand il était jeune. Donc vu qu'il l'a écrit bien avant My Hero Academia, il l'a écrit bien avant de se lancer dans le Jump, ça m'étonne pas qu'il nous lâche une info pareille. Et il précise aussi qu'il avait déjà l'intention de lancer l'acte final, la partie finale du manga, à partir de l'arc Pro Hero, où il avait rappelé dans une précédente interview que le manga était à 50% de son histoire. Voilà. Donc voilà, la fin n'a pas changé pour Horikoshi, en tout cas la fin de son manga n'a pas changé. Tout se passe comme prévu. Pas vraiment, parce que du coup il y a des petits éléments entre le début et la fin qui n'étaient pas peut-être prévus, qui étaient rallongés, etc. Mais voilà, sachez que la fin de My Hero Academia est prévue depuis longtemps et que son auteur est encore dans cette lignée-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je lui fais totalement confiance pour le coup, parce que de toute façon on le voit bien au dernier arc qu'on a eu, que tout ce qu'il a construit, ça prend son sens dans un climax et il met pas tout au hasard quand il introduit quelque chose. Donc j'ai hâte de voir ce qui va de nouveau nous introduire, nous développer et voir jusqu'où l'histoire va nous mener. Eh bien, on a hâte de découvrir la suite de My Hero Academia. On a une confiance totale en Horikoshi et on espère avoir une très bonne fin et qui fera peut-être l'unanimité celle-ci, je sais pas, ou pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué, toujours de conclure un manga sans. On le voit avec Isayama, ça divise. De toute façon, on aura toujours, quoi qu'il arrive, des fins qui divisent. C'est pas possible. Je pense qu'on arrive à un point où c'est plus possible de. Surtout que vu nos générations, elles deviennent de plus en plus pointilleuses et. En fait, c'est surtout nous Français, en fait, concrètement. Plus occidentaux, même, je dirais. Au Japon, en vrai, il n'y a pas de débat sur la fin des SNK. Elle est très bien, la fin des SNK pour les Japonais, la fin des mangas en général. Il n'y a pas trop de débat. C'est plus nous, on est très pointilleux et très à cheval sur. La fin de SNK au Japon, elle était reçue un peu bizarrement, pour le coup. Non, tu n'étais pas là, je pense, lors du grand débat SNK. On parlait à quelqu'un qui était au Japon directement. Non, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça n'avait pas fait un truc, tu vois, ça n'a pas fait un boom phénoménal, quoi. Après, ouais, peut-être que dans la société, ça va pas pareil, effectivement. En fait, c'est juste que c'est pas la même perception des choses. C'est que là-bas, tu lis pas un manga. Il y a moins le sens critique, on va dire, sur chaque détail. On préfère plutôt une conclusion d'un message, de quelque chose, plus qu'un scénario. Là où nous, en France, on est très occidentaux. Je suis France, mais c'est plus occidentaux. On est très que la fin du scénario, elle s'achève bien comme ça, que tel personnage, son arc narratif soit, tu vois. Ce qui est aussi une bonne chose. Je dis pas que c'est l'un ou l'autre est meilleur.
mais c'est vrai qu'on est assez différents sur ça. On s'attarde énormément sur le chemin parcouru et le temps qu'on y a accordé surtout. Je pense que c'est ça qui, chez nous, en tout cas en France. Après, Ouais. il y a quand même des cas, je pense notamment dans tout ce qui est rom-com. Non, pour le coup, là, les Japonais sont peut-être encore plus investis. Combien d'auteurs ont reçu des lettres de menaces en disant bon, par contre, frérot, t'as pas fait gagner la bonne fille à la fin, tu vois. Donc, Alors ça c'est différent. Là on parle de meufs de. Là, voilà. C'est le sujet Non, mais sensible de base. je pense pas que ce soit juste un problème d'une différence culturelle. C'est juste que oui, après SNK aussi, je pense qu'il y a peut-être ou même globalement les mangas un peu très mainstream qu'on peut avoir en Occident et peut-être une implication plus grande, un niveau d'attachement peut-être plus grand pour le truc aussi, je sais pas. Et encore je parle d'SNK, c'est un exemple hein, vraiment. Je parle en général plutôt. Tu vois les fins en général de manga où on était très... même pas que les fins. Je parle même du manga en général, de l'œuvre. Les Japonais sont quand même moins critiques, tu vois. Un peu moins que les Occidentaux. Allez, on continue directement avec la news suivante et on va parler d'SNK justement. Muv-Luv, alternative, c'est là. Eh bah putain, on disait que les Japonais n'étaient pas très critiques. Zut. Alors donc, Muvluv pour Muvluv, je sais jamais. Mabulubu, l'abu d'après Wikipédia, c'est Muvluv donc en gros. Qui est donc un light novel, un visual novel à la base, sorti en 2003, fait par Age, donc qui est un gros truc, qui est d'ailleurs une des inspirations majeures de SNK. Pourquoi, pour qui, je sais pas trop pour être honnête, mais c'est Sayama qui l'a dit. Et donc il y a un animé qui est annoncé il y a quelques temps maintenant. On a eu un nouveau trailer donc pour Muv Alternative. Le premier trailer donc déjà qui fait, pour rester d'abord sur le trailer, il fait un peu mal aux yeux. C'est full CGI, full mecha. Ce qui n'est pas forcément le gros truc de Muv. Enfin, c'est un truc important évidemment les mechas dans Muv Alternative, mais on voit quasiment pas les personnages. C'est assez gênant. Et d'ailleurs, on va parler des personnages parce qu'on a eu du coup avec ça une affiche aussi. On a eu une affiche où on voit du coup le chara design des personnages. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont un peu changé. Et bah, un peu changé, j'entends beaucoup changé. On a notamment le personnage de Sumika, qui est un des personnages emblématiques de la franchise et de toute façon presque les années 2000 au Japon, qui a été, je pense, de mon avis en tout cas, massacré. On parle normalement on a des images, Miro, je crois. Voilà. Là c'est les nouveaux chara design. Normalement il y a une image, donc là c'est Sumika qui est à gauche. Il y a des images de l'ancienne. Ça n'a rien à voir, on ne connaît pas les personnages. D'autant que, non contents d'avoir changé leur aspect, ils ont aussi changé tous les seiyuu. Donc les seiyuu du jeu ne sont plus présents. Donc ça fait beaucoup pour les fans qui ont quand même bien communiqué leur mécontentement à ce niveau-là. Et par-dessus le marché, le truc c'est qu'on commence avec Muv Alternative, qui est en fait le 3e opus du truc. Donc on saute ce qui s'appelle Muv Extra et Muv Unlimited. Donc ça va être très compliqué, je pense, niveau adaptation, de faire comprendre aux gens les enjeux, les personnages. À voir ce que ça donnera, mais c'est pas très, ça fait pas très plaisir. De ce que j'ai compris, ouais, les fans n'étaient pas très contents. Mais par contre, au niveau du design, donc moi je suis extérieur, jamais joué à Muv, vous intéressé de plus près, surtout parce qu'il y a des gens forceurs condescendants, bref. Bah, pour le coup, le design, c'est vrai que moi, à chaque fois quand je vois des designs, les chara design originaux de jeux passés, je vais être honnête, je les aime pas trop. Donc, moi, quand je vois ceux sur l'affiche, forcément, je suis pas attaché à l'ancien, au côté pas old school, je dirais, mais un peu, c'est un peu ça. Et donc, du coup, quand je vois les designs, je me dis, bah, ils sont bien, moi, sur l'affiche, tu vois, moi, d'un avis extérieur. Moi, tu vois, ce que je me dis, et d'ailleurs, c'est un peu la même chose qu'il y a eu pour Higurashi, même si Higurashi, bon, c'est un stade encore un peu plus élevé parce que vraiment, les designs originaux de Higurashi ont une drôle de gueule. Là, en fait, c'est juste concrètement, t'as de l'animé des années 2000. Là, maintenant, on est sur du truc pur 2021. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que en fait, ils ont modifié énormément le truc. Ils ont saccagé un peu, entre guillemets, Muv-Luv, que ce soit d'un point de vue narratif ou esthétique, pour finalement essayer de plaire à une population donc qui ne connaît pas du tout Muv-Luv. Et du coup, en fait, il y a un dédain des fans presque, genre, bah, c'est vous qui portez l'œuvre depuis 20 ans, on s'en tape. Et c'est vraiment gênant, je trouve. D'autant qu'il y a de la grosse perte de personnalité, je trouve, notamment le ruban dans les cheveux qui est devenu minuscule, alors que justement sa grande taille, c'est un truc assez significatif du personnage. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal moi avec ça, avec ce genre de truc. Ok, très bien. En tout cas, sachez que l'anime arrive bientôt, qu'il y a un nouveau trailer que vous avez vu. Donc voilà, pour les fans, vous pouvez attendre un peu. En octobre, voilà, parfait. On a également aussi la suite
pour Welcome to the NHK Alors, qui est ça- annoncé. Excellent. Alors ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. 2001, donc Welcome to NHK, qui raconte donc l'histoire d'un hikikomori et d'une fille qui va lui tendre la main, en fait, qui essaie de le sortir de sa situation. Qui a eu notamment un animé, un manga, qui sont de très bonne qualité, hein, je vous invite, c'est génial. Et à la base, c'est un light novel. C'est un light novel qui est sorti donc en 2001, qui fait un tome. Donc voilà, le manga fait 8 tomes après, l'animé fait 24 épisodes, et c'était terminé jusqu'à ce que on apprenne que dans les mois, peut-être années, du coup on sait pas trop, à venir, il va y avoir Shin NHK ni Yokoso, donc New Welcome to the NHK, qui va sortir par l'auteur, donc un nouveau light novel, un tome 2 finalement de NHK, à voir ce que ça va donner, mais c'est quand même assez étonnant pour un titre quand même qui a quand même eu une certaine aura et tout, de revenir près de 20 ans plus tard même maintenant, avec une suite, à voir ce que ça va donner. Je suis pas... D'un côté je suis content, de l'autre c'est un peu... Où est-ce qu'on va, quoi? C'est toujours la question. Ouais, c'est le même truc que pour moi, c'est le même cap que pour Madoka la semaine dernière. Tu vois, on est content d'avoir une suite d'une série qu'on adore, C'est tu ça. vois. Mais d'un côté, la fin se suffisait à elle-même. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une suite? Techniquement, non, mais on verra bien ce qu'ils vont faire, quoi qu'il arrive. On Et est- très bonne nouvelle. Hein. On lui fait confiance quand même. Ça, le mec est plutôt bon, mais à voir, du coup. Si ça peut relancer un peu la franchise, ça peut être sympa, écoutez. Très bien. Allô, Kai? Bonjour. Top Oricon, Salut. s'il vous plaît. C'est moi. C'est mon job. Monsieur C'est Top le mien. Oricon. Tu ne voleras pas mon job, Dorian. Allez, vas-y, je te laisse attaquer Allez, ça- le Top Oricon de la semaine avec en premier. Allez, en première position, cette semaine, c'est Kingdom. Donc, Incroyable. le retour avec le dernier tome sorti, donc 499 000 unités. Fallait qu'il revienne, donc c'est toujours le seinen le plus vendu au Japon, donc pas surpris du chiffre. En deuxième position, on a Jujutsu Kaisen qui laisse sa place à Kingdom avec 489 000 unités. En troisième position, on a Tokyo Revengers avec 475 000 unités. Et là, il faut que je précise quelque chose, c'est que Tokyo Revengers, ces derniers mois, a eu double réimpression. Donc fin mars, il en avait déjà eu une en prévision de l'animé. Mais une fois que l'animé a commencé, fin avril du coup, vu que le mois d'avril est passé, les stocks se sont vidés à une vitesse folle. Et donc une nouvelle réimpression de Tokyo Revengers a été relancée, et pour tous les tomes. Donc l'animé recrute constamment de nouveaux lecteurs, et ce en sachant que le manga de façon montait de tome en tome en termes de chiffres. C'est un Non, truc mais- Samuel, ça. C'est mais une voyez- excellente nouvelle. Non, mais en vrai, voyez la puissance d'un animé, c'est incroyable. Et juste après, je vois Détective Conan en 5ème. Conan, il y a le film qui vient de sortir également, qui a dû bien booster aussi. Tu vois, c'est vraiment. un moment au Japon, je crois. Non, C'est quand même quelques semaines qu'il est sorti, je crois. Il y a 2 semaines, il y a 2 semaines. C'est pas non plus. Seulement Ah oui. Du coup, en cinquième position, on a Détective Conan, comme vous venez de le dire, avec 124 000 unités. En sixième position, on a Soso no Frieren avec 122 000 unités. Il reste là. En septième position, on a My Hero Academia avec 110 000 unités. En huitième position, on a Yona, Princesse de l'Aube, avec 106 000 unités. En neuvième position, on a SNK avec 103 000 unités. Et enfin, en dixième position, on a Valkyrie Apocalypse avec 98 000 unités, et son animé qui va pas tarder. Dire Non, qu'il mais- a toujours pas commencé. Hein. Non, Non, c'est il y a clair. aussi le tome 99 qui est sorti. Yes. Qui est sorti 3 jours avant le top. Donc voilà, c'est entre le tome et le film, à mon avis, ça a dû bien booster les ventes. Allez, on est parti pour le point jump. Xela, tu peux. Enfin, point non, du coup, pas Pas point de jump cette semaine, Parce les que- amis. Eh oui, Golden Week, effectivement. Golden Hop Week. Du là. coup, on passe on va faire un truc un peu spécial du coup pour l'occasion. C'est ça. Vas-y, Xela. C'est le point one shot finalement, parce que vous connaissez maintenant, je pense tous, Manga Plus, le Jump Plus, comme il s'appelle au Japon, qui est donc le magazine numérique de la Shueisha. Et pour l'occasion de la Golden Week, ils se sont dit non, on va quand même pas laisser nos chers lecteurs sans rien à lire. Et bah hop, pendant un mois, on va balancer un one shot tous les jours. Et c'est super cool parce que du coup, on a une variété qui est déjà un peu, je trouve, un des marqueurs du Jump Plus. C'est sa grosse variété au niveau des thèmes, des styles et tout. Bah là, voilà, on a une quantité folle de one shot, donc un chaque jour à partir du 29 avril.
donc ça a déjà bien commencé. Donc moi j'ai un petit coup de cœur pour ma copine va devenir mangaka qui sort qui sort aujourd'hui, non qui sort dans 2 jours. Vous avez l'image, ça sert d'être un petit classique déjà, mais du coup énormément de one shot qui vont sortir. Problème toutefois, c'est qu'on n'a pas les traductions, ils ne sortiront pas en anglais, à moins peut-être que voilà peut-être la Shueisha décide d'en sortir quelques-uns, peut-être ceux qui auront le plus de succès. On sait que les one shots c'est compliqué à chaque fois, donc bon, il va falloir compter sur nos japophones pour nous filer un coup de main. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même très très intéressant parce que c'est beaucoup d'auteurs qui n'ont pas forcément fait de trucs avant. Je crois que c'est même la majorité. Et là, on a vraiment un échantillon de ce que peut fournir dans les années à venir finalement le Jump Plus. Donc grosse variété. On a de la romance, on a de l'action, de l'aventure, du thriller, des trucs au style super varié. Genre notamment, je sais pas si si tu as le lien Muro. Hein, oui. For a Good Man, par exemple, de Bang, qui, voilà, esthétiquement, c'est super original. Après, on a des trucs qui, genre, Lens Friend, qui est super intéressant aussi au niveau visuel. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, tout ça. J'espère qu'on en aura au moins quelques-uns chez nous, mais très bonne initiative, en tout cas, histoire de Ok. ne pas Très laisser bien. les Japonais sans manga du tout pendant une semaine. Ce serait cruel. Ce serait dramatique, n'est-ce pas? On peut le dire. Ouais, franchement, beaucoup de one-shot, une petite pluie de one-shot qui arrive du coup au Japon. Bonne nouvelle, mais bon, on l'aura pas en France, ni en anglais, ni en. C'est peu probable. Donc ça, c'est compliqué. Les amis, je pense qu'on est parti pour les mangas et les animés de la semaine. Du coup, c'est parti. Jingle. Best HS. On est parti les amis pour les mangas et les animés de la semaine et on va attaquer directement avec je vais commencer, vous savez quoi, je vais commencer parce que j'ai beaucoup de choses. Je vais commencer avec Alma, le tome 1 qui est sorti chez Panini il y a pas longtemps. Voilà, je vais vous montrer ici, vous avez une très belle couverture franchement qui donne envie, les dessins donnent envie, il y a des très belles doubles pages et cependant j'ai pas l'habitude d'aimer de parler de choses que je n'aime pas trop. Là, je vais faire une exception un petit peu à la règle. C'est vrai que ce premier tome ne m'a pas emballé. Voilà, je vais le dire clairement. Du coup, on suit l'histoire de Rei, du coup, qui est le personnage principal que vous suivez là, qui vit dans un monde post-apocalyptique avec son ami qui s'appelle comment déjà Triss, voilà, qui s'appelle Triss, qui lui révèle être un robot. En fait, c'est un monde où il n'y a plus d'humains. C'est le seul humain sur Terre, en tout cas au début, qu'on connaît qui est vivant. Un monde post-apocalyptique où il ne reste que des robots qui ont pris la place des humains, qui ont tué totalement l'humanité. Et du coup, son amie, qu'il croyait être une humaine, ne l'est en fait pas. Et du coup, il va se passer des péripéties où du coup, il va partir à l'aventure tout seul avec son animal de compagnie et ils vont rencontrer pas mal d'obstacles à leur route, sans trop spoiler, bien sûr. Et c'est vrai que je passe un petit peu à côté de l'œuvre, dans le sens où je ne me suis pas attaché aucunement à aucun personnage de ce premier tome, notamment un qu'on introduit qui meurt quelques pages après et qui franchement ne m'a fait ni chaud ni froid. Elle est juste mort, voilà, merci, d'accord, au revoir, pour rien, gratos comme ça. Tout va très vite, on prend pas le temps de bien poser l'univers. Ouais, je suis un peu déçu. Alma, par chez Jimito. Voilà, le tome est sorti chez Panini il y a quelques semaines maintenant. Essayez, voilà, tentez le coup. C'est en 4 tomes, donc ce qui est bien, c'est que c'est une petite série. Voilà. C'est une petite série, donc les couvertures donnent envie. C'est joli. Je vais remontrer peut-être une page, hein, mais voilà, vous l'avez ici, c'est très joli, il n'y a pas de souci avec ça. Donc je pense que je vais quand même tenter le coup jusqu'à la fin. Voilà, les 4 premiers tomes, les 4 seuls tomes, même je dirais. Et je vous donnerai mon avis final quand même sur l'œuvre. Ça se trouve, ce sera beaucoup mieux au tome 2. Hein, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Mais c'est vrai que ce tome 1 m'a un peu laissé de marbre. On continue avec Xela qui va nous parler de Sailor Moon, le tome 3. Effectivement, le tome 3 de la superbe Eternal Edition de Sailor Moon. Donc voilà, le classique parmi les classiques Sailor Moon. Et pourtant, j'étais vraiment comme un fou sur les 2 premiers. Même si dans le deuxième, j'ai déjà commencé à sentir des petits soucis sur certaines choses. Et tristement, ce tome 3 vient confirmer mes craintes. C'est sublime. Genre, le dessin est magnifique. Je vous montre un peu. Genre, surtout qu'on a une belle édition en couleur et tout. Genre, enfin, avec toutes les pages couleurs. Genre, vraiment, c'est super beau. Mais par contre, il y a un énorme problème de découpage et de narration. Les personnages changent de lieu parfois sans qu'on le remarque.
sans qu'on comprenne. Des personnages apparaissent, disparaissent, on ne comprend pas qui et où. C'est le bouquin est épais, hein, mais normalement ça se lit vite. Le premier temps, j'avais lu assez vite. Là, ça m'a mis du temps. C'était dur à lire. C'était pas pénible non plus, hein, loin de là. J'ai pris du bon temps devant quand même, mais compliqué à comprendre vraiment l'action, voir ce qui se passe. Un problème qui doit pas être présent, je suppose, dans l'animé, notamment à cause du manque de décors. On sait que les shoujo, surtout à l'époque, c'était pas forcément les trucs qui insistaient le plus sur les décors. Bah là, ça se fait malheureusement trop ressentir. On rentre dans un deuxième arc intéressant, mais qui expédie un peu trop vite ses personnages, ses enjeux. Et c'est d'ailleurs un peu la remarque que je faisais déjà sur le début, c'est qu'on a l'impression d'avoir fini le manga au bout de 2 tomes. Donc, malgré tout, ça reste une bonne lecture. Moi, j'attends de voir vraiment 4-5 où on va, parce que là, ça devient un poil compliqué sur certains trucs. Ok. Très bien. Kai, tu vas nous parler de Miss Kobayashi Dragon Maid. C'est ça, j'ai commencé enfin l'animé qui est quand même assez populaire dans l'ensemble. C'est un des petits protégés de Kyoto Animation. Donc fallait que je commence et ça me faisait de l'œil depuis un bon moment. Donc j'ai plutôt bien aimé. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Kobayashi qui est une jeune salariée et qui vit seule et jusqu'à qu'elle rencontre Toru qui est une dragonne et qui a pris forme humaine et qui va justement vivre avec elle. Toru, qui est la dragonne qui considère justement que les humains sont des êtres inférieurs et inutiles. Et après avoir été sauvée par Kobayashi, bah, justement, elle va commencer à mettre ses préjugés de côté et à justement aider la jeune salariée dans diverses tâches de sa vie et un peu s'ouvrir aux autres. Donc déjà, c'est une prod qui est assez généreuse parce que c'est plutôt très bien animé et très bien géré d'épisode en épisode. Et surtout, je pense que vous l'avez compris au synopsis, c'est très axé slice of life et comédie. Et je pense que c'est une des bonnes forces de cette série, c'est que ça ne se répète pas. Enfin, t'as des running gags qui sont présents et qui sont répétés, mais ça ne se repose pas uniquement sur ça et c'est assez varié, donc j'ai pas eu le temps de m'ennuyer et je voyais pas vraiment le temps de passer devant les épisodes, donc c'est une bonne chose. Et voilà, j'ai hâte de voir la saison 2. C'était plutôt agréable à suivre. J'ai fini la saison 1 c'est même pas une après-midi et c'était plutôt clean. Donc je recommande en vrai. Donc voilà. Ça sort chez Nueve, je crois, en fin d'année, le manga. En manga, il me semble, ouais. Je crois, ouais. Ouais, donc le manga arrive, l'anime est disponible sur Crunchyroll, il me semble. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Kai ouais, non, c'est sur Wakanim, il me semble, la saison 2. Wakanim, ok. Très bien, eh ben, on ira checker ça. Dorian, je te laisse continuer, tu vas nous parler du coup de Mashle. Yes, alors du coup, j'étais pas là malheureusement pour l'émission spéciale Mashle, mais du coup, j'ai eu quand même en parallèle. Attendez, justement, hop, il est là, avec deuxième tome à côté. Mashle, du coup, je devais commencer depuis longtemps et très bonne surprise, très bonne surprise. Je m'attendais pas à autant kiffer en fait, parce que c'est vrai que de temps en temps, je me demandais, je disais donc du coup, c'est un peu un mélange One Punch Man, Harry Potter. Je me disais ouais un peu, j'ai mais totalement, c'est totalement ça. Non mais limite juste tout ce qui est en référence, en hommage à Harry Potter, l'auteur limite ne se cache pas et c'est vraiment, je trouve, incroyable. Moi, à la base, faut savoir, je suis un très grand fan d'Harry Potter. J'ai grandi vraiment avec ça. Et le manga m'a fait vraiment beaucoup rire. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je note aussi beaucoup l'auteur qui, quand je disais les messages de l'auteur, à la fois je rigolais, mais je me disais le pauvre, qu'il racontait ces histoires où il dit, ouais, en fait, je suis allé dans le monde du travail et en fait, on m'a dit que le boss, si tu faisais mal ton travail, il te mettait la main dans un tiroir et te le fermait dessus. Et disons, donc du coup, j'ai préféré faire des mangas. Même le type, enfin, j'allais dire même le type rigolo. Bon, c'est triste, mais et non, franchement, ma chose, je vous recommande énormément, même si je pense que ça a été déjà bien fait avec l'émission. Mais moi, c'est un gros coup de cœur, vraiment. M'attendez pas à ce point. Bah écoute, tu vas résumer en 2 secondes ce qu'on a fait en 1 heure il y a quelques semaines maintenant. Merci. Merci beaucoup. Plus besoin d'aller voir le résumé. Voilà, allez.
Non, je déconne, bien sûr. Allez regarder la rediffusion avec Kazé. Du coup, on a invité Kazé pour parler de Machel tout au long d'une émission. C'était super intéressant, donc n'hésitez pas. Je vais aussi parler du coup d'un autre manga. Je me suis rattrapé tous les tomes de Sido, en France, qui est sorti en France chez Panini. Du coup, par Tsusumu Takahashi, donc tome 3, 4 et 5. Et coup de cœur, vraiment coup de cœur, vraiment là sur le coup. Autant voilà, Alama, tout à l'heure chez Panini, je suis passé un petit peu à côté. Autant là, Sidou, c'est masterclass. En tout cas, dans ces 3 tomes-là, j'adore. On suit du coup les 2 frères dont je vous avais parlé il y a quelques temps maintenant, qui sont orphelins et qui du coup deviennent samouraïs pour survivre dans ce monde hostile qui est le Japon de cette époque-là. Et là, ils vont du coup s'allier à d'autres samouraïs. Ils vont former un groupe ensemble, le Byakurentai, et ils vont effectuer des missions d'assassinat à travers le Japon. Et franchement, là, pour le coup, là où je disais pour Alma, les personnages ne me touchaient pas, voilà, je me foutais un petit peu. Là, chaque personnage a son importance, chaque personnage est touchant, on a peur pour eux. Donc c'est aussi très très dur. Hein. Je dis, c'est pas à mettre entre toutes les mains, pas pour les plus jeunes. Même les héros, ils sont assez trash dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, etc. Donc c'est vrai que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais Sidou, coup de cœur, je vous le recommande vivement. Le tome 6 arrive dans quelques jours maintenant chez Panini. Donc j'ai très très hâte de continuer parce que ça sent la petite masterclass. Là, franchement, je vous avoue, qu'en 5 tomes, je flaire un très bon coup. Donc n'hésitez pas à aller checker. On continue avec Xela qui va nous parler de Deep Sea Aquarium Magmel. Excuse-moi. Vas-y. Deep Sea Aquarium Magmel, du coup, bon, déjà la couverture. Donc c'est chez Vega Dupuis, elle est tombée à 3€ en ce moment, les 3 premiers tomes sont à 3€. La couverture est magnifique. Et ce qu'il y a à l'intérieur l'est tout autant. Hein. Je vous montre voilà, quelques petites pages. C'est sublime. Donc en gros, on suit l'histoire de, comment il s'appelle déjà, Kotaro, voilà, j'allais dire Kentaro. Kotaro, qui est donc un jeune garçon en fait passionné par les abysses, par les créatures abyssales. Et qui se dit quand il est jeune, ouais, j'ai envie d'aller explorer les abysses, j'ai envie d'être genre un scientifique dans les abysses et tout. Quand je serai plus vieux. Et là, on le retrouve à la vingtaine. Et effectivement, il est dans les abysses. Mais pas de la manière dont il s'attendait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le Deep Sea Aquarium Magmel qui est ouvert, c'est-à-dire que c'est un aquarium dans les abysses, littéralement à 200-300 mètres de profondeur. Où du coup, tout le monde en fait peut accéder aux abysses. Lui qui voyait ça un peu comme un espèce d'espace quoi, inaccessible. Et du coup, il y travaille. Il travaille dans cet aquarium en tant que balayeur. Donc il est pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Et en fait, il va rencontrer le directeur qui va comprendre rapidement que le mec est passionné et a énormément de connaissances sur toutes les créatures marines du coup de l'aquarium. Et on voit qu'il essaye petit à petit de lui mettre un peu le pied à l'étrier. Il envoie en mission, faire 2-3 trucs comme ça. C'est super beau, les personnages sont attachants. Il y a un côté un peu encyclopédique. On apprend pas mal de choses. Et vraiment, moi, c'est gros coup de cœur pour Deep Sea Aquarium Magmel. J'ai déjà les tomes 2 et 3 à côté, donc je pense que je vais lire ça très très vite. C'est superbe. Genre, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Genre, c'est génial. Donc, encore une fois, ça coûte 3€. Voilà, c'est donné. C'est pas... En plus, la promo. C'est pas un risque de fou. Quoi. Pour 9€, vous avez les 3 premiers tomes. Non, c'est pas du tout. Non, parce que les gens confondent. C'est pas lié à. Comment ça s'appelait Ultramarine Magmel. Non, là c'est Deep Sea Aquarium Magmel. Donc il n'y a pas d'animé, ça n'a rien à voir. Et c'est très joli. Très très bien. Super. Allez, moi aussi, un truc que j'aime beaucoup parler dans l'émission, mais il n'y en a pas tout le temps en France qui sortent. Donc là, c'est l'occasion qu'il y en a un qui arrive. C'est les artbooks. Et là, on va parler du magnifique artbook du Château dans le ciel, du coup, qui est un de mes guides préférés également. Film de Hayao Miyazaki qui sort chez Glénat dans quelques jours. Je crois le 5 mai. On est quel jour ? On est le 5 mai ? On est le 2 mai. En 2 mai. On est le 2 mai. Donc dans 3 jours, il arrive chez Glénat. Et comme Glénat a l'habitude déjà avec pas mal de films Ghibli, ils nous sortent de magnifiques artbooks, plein d'illustrations, plein de décors, plein de personnages. Je vais vous en montrer quelques-uns. Et Dieu sait que j'aime beaucoup les artbooks. Donc j'aime bien en présenter quelques-uns dans les thèmes chauds quand il y en a qui arrivent. C'est pas tous les jours. Donc n'hésitez pas, foncez. C'est 25€, je crois, 24,90€ l'artbook. Et généralement, ils ont fait quasiment, pas tous les Ghibli, mais une grande partie des Ghibli, ils les font. Donc je vous laisserai le découvrir par vous-même. C'est chez Glénat et ça arrive le 5 mai. On continue, on va parler de Yasuke. Yasuke qui est sorti cette semaine sur Netflix, qui fait un peu débat, j'ai l'impression. Là, On en a beaucoup parlé hier en stream. Et est-ce qu'il fait débat ? Finalement, non. Presque, parce que moi, tous les avis que j'ai pu recueillir de tout le monde, c'était unanimement mauvais.
J'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a dit c'est super, c'est bien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment sans intérêt. On est sur un mélange de trop de choses. On t'a mis du samouraï, du mecha, de l'occidental, du japonais, de la musique, du machin. Et là où ça marche très bien, ce genre de mélange, parce que c'est un peu la comparaison que beaucoup de gens font avec Samurai Champloo, où finalement on a pris deux grosses influences, on les a mélangées, on a fait un truc super. Là, on a pris trop de trucs. C'est-à-dire que derrière, il n'y a plus aucune identité. Le scénario a pas vraiment de sens. C'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça très faible sur quasiment tous les points. Donc, j'en ai déjà parlé beaucoup hier, donc voilà, je vais pas m'étendre non plus. Mais vraiment sans intérêt, je trouve. Et il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Moi, je vous trouve quand même assez dur. Hein. Assez dur. Je dis pas que c'est une masterclass. J'ai vu que les 2 premiers épisodes, voilà, je tiens à le souligner. Sur les 6, 8, je sais plus, 6 qui sont sortis sur Netflix. J'ai vu que les 2 premiers. C'est quand même pas si nul que ça. C'est pas incroyable, c'est pas si nul dans le sens où, ok, il y a des mechas, ok, il y a des pouvoirs. Je sais que certains attendaient peut-être un anime historique. Et ça, c'est bon. Peut-être que ça aurait été mieux, peut-être pas. J'en sais rien. Quoi qu'il arrive, c'est comme ça. On peut pas le. Pour le coup, c'est annoncé depuis le départ. Hein. C'est juste que bon, après, la communication de Netflix a été très mal gérée à ce niveau-là. Parce qu'ils l'ont pas du tout dit, mais on savait depuis longtemps que c'était comme ça. Après, tu regardes le trailer, je pense que tu le voyais, hein, y a pas besoin de le dire. Non, mais avant les premiers trailers, j'entends. C'est pendant un moment, ils ont fait oui, le samouraï. Bon. Oui, c'est vrai. Non, après, moi, de ce que j'ai vu des 2 premiers épisodes, des scènes d'action sont plutôt cool. Le personnage principal a l'air plutôt sympa. À voir comment il sera développé par la suite, mais c'est plutôt cool. Après, voilà, j'attends de voir les 6 premiers épisodes, et dès que j'aurai vu ça, je donnerai mon avis définitif vraiment sur la série. Mais c'est vrai que je vois même dans le chat actuellement, vous n'êtes pas très chaud dessus. Je sais que c'était peut-être pas si ouf que ça, faut voir. Qu'est-ce qu'ils disent les gens un petit peu? Les gens sont sévères, mais faire un animé historique sur un personnage dont on a très peu d'éléments, c'est vrai que c'est compliqué. Un animé historique sur Yasuke, c'est pas vraiment faisable. Oui, bah après ça aurait pu être romancé sans non plus partir dans un délire total en fait. Je pense qu'ils ont surabusé. Enfin, j'ai pas regardé, hein, mais je pense que de l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils ont surabusé de la liberté en fait qu'ils ont eu. Peut-être. Franchement, j'attends de voir plus. Moi, je suis pas encore en mode c'est horrible, c'est nul, c'est je sais pas quoi. Mais je suis pas non plus. C'est vrai que c'est pas un coup de cœur. La preuve, c'est que je me suis pas mangé les 6 épisodes d'un coup. C'est que quelque part, peut-être que ça m'a pas aussi encore emballé de fou. On passe au petit point One Piece de Dorian, comme d'habitude. Alors, Dorian, je vous explique rapidement, hein, qui découvre One Piece tout au long des différentes émissions. Il avance, il nous donne son point de vue à ce moment-là. Du coup, on s'était arrêté à l'arc Arlong Park. Maintenant, où est-ce que tu en es? Alors là, du coup, j'ai fait 2-3 arcs. Je crois que c'est compté comme 2-3 arcs. Donc, c'est-à-dire d'abord où ils sont allés sur, je sais plus son nom, sur l'île où Goldie Roger du coup a été exécuté. Okay. Et vraiment, j'ai trouvé en fait tout ce que j'ai lu, parce qu'il y a d'autres, mais déjà ça, c'est bizarrement, c'est court, c'est limite un passage tranche de vie en fait. Mais je trouvais que c'était un des moments les plus cool de One Piece jusqu'à là en fait. Ce petit moment où ils visitent, où justement en plus où a été introduit avec Zoro les délires des sabres de différentes qualités. Tout ça, le Général Smoker qui a été introduit aussi du coup. Je sais pas s'il sera extrêmement important jusqu'à très loin. Mais je pense qu'il le sera au moins pendant un petit moment. Mais jusqu'à déjà, ce personnage il change. En fait, c'est un peu ce sentiment que tout change. Il y a plus cette répétitivité justement. C'est un peu cette cassure juste avant Grand Line du coup qui est très appréciable. Et ouais, j'attends notamment plus de voir Smoker. Donc du coup aussi avec le retour de Baggy et les autres pirates. Que Luffy a défoncé avant. Puis du coup après je suis allé sur le début là où ils entrent sur Grand Line. Je trouve ça très marrant du coup la façon dont c'est introduit, comment ils sont entrés. J'ai regardé le passage du tour en animé, à quoi ça ressemblait. J'ai l'impression que sur l'animé ils ont pris beaucoup plus de liberté sur certains passages. Où je m'attendais par exemple le passage où ils entrent sur Grand Line ça soit très fidèle, et j'ai regardé la scène et au final j'ai l'impression que ils ont bien modifié. Un peu, il faisait quelques trucs comme ça, genre au début. Ça, je sais que les premiers épisodes de One Piece sont pas exactement comme le début en manga, par exemple. Parce que ouais, c'est un peu différent. Bon, donc du coup après ils arrivent avec la baleine. J'ai passé cet arc-là, et là je suis au milieu de l'arc. Du coup ils sont sur la première île avec les chasseurs de primes. Ah, le skipping.
Oui, c'est Wikipédia. Et pour le moment, ouais, je dirais, tout ce que j'ai cité là, je dirais, c'est peut-être le moment que j'ai préféré de One Piece, dans le sens, ça s'enchaîne bien plus vite, même s'il y a des éléments et des moments, je pense, qui étaient largement dispensables, même si tu te dis, bon, pourquoi pas. Mais sinon, ouais, je dirais jusqu'à là que j'ai préféré One Piece. Même si, voilà, c'est pas de la grosse baston, c'est pas autre, voilà, c'est à moitié entre du chill, entre le sentiment d'aventure, vraiment, qu'on ressent beaucoup. Et là, actuellement, du combat où enfin Zoro est pas écarté avec une énième blessure Ouais. pour montrer son potentiel, enfin. Donc je suis plutôt content. Ah ben, c'est vrai que One Piece, c'est aussi ça, c'est de l'aventure, c'est pas que de la baston. Avant C'est- tout ça. donc c'est très très cool. Voilà, c'était le petit point One Piece de Mystère d'Orient. Petit On- truc sur Oui. One Piece rapidement, juste. Tu parlais de l'animé. Je sais pas si vous avez vu, il y a quelqu'un qui a retrouvé des épisodes de la première VF de One Piece. Oui, j'ai vu. Qui est. C'est hilarant. Hein. Genre, la VF est catastrophique. On dirait que Sanji il est shooté constamment. Donc la VF que vous connaissez, hein, qui est donc que la deuxième. Donc voilà, si vous tombez dessus à l'occasion, jetez un œil parce que ça vaut le détour. Hein. Pas de dessert. Allez les amis, on est parti. On attaque avec les goodies de la semaine. Jingle. On est parti pour les goodies de la semaine et j'ai envie de faire un petit jeu sympathique pour l'occasion. Donc c'est un goodies assez spécial qu'on n'a pas l'habitude de faire dans l'émission. Je crois que je l'ai fait une fois, il y a longtemps. Je vais vous présenter des serviettes Dragon Ball Super, d'une Ichiban Kuji. Donc il y a plusieurs personnages, plusieurs modèles différents. Je les ai tous. Voilà. Merci JD World, 5% de réduction. Team Manga 5 sur le site jdworld.fr. Je les ai tous. Et je voudrais, parce que je pense que vous ne suivez peut-être pas toutes les Ichiban Kuji au Japon, vous allez me dire, je vais vous montrer un bout de la serviette et vous allez me dire qu'est-ce que ça pourrait être pour vous, quel personnage ça pourrait être. C'est quoi? C'est sans- des personnages? C'est des scènes? C'est des personnages. Et c'est des scènes généralement marquantes du manga, d'un personnage en particulier. Allez, facile pour l'instant. Non, difficile au début quand même. Histoire de. Je vous montre que ça. Je sais pas si vous allez connaître peut-être les kanji, c'est une citation. Attends, je crois qu'elle est à l'envers là, non? C'est. Attends, Ouais, je regarde. pour nous, elle est à l'envers. Elle est en- Hop, vous l'avez. C'est une citation hyper importante. Si je vous montre le dos. Kojin no Kotoka? C'est ça. Putain, il est fort. Il est fort, le bougre. Il est fort. Colin no Kotoka. Qui est magnifique, hein, le petit Goku énervé. Qu'on aime Je beaucoup. suis donc ça, japonais. Domo. c'est un film. Il est japonais. Une. Allez, oh, celle-là. Normalement, ça va être une rapidité là, je pense. Rapidité. Allez, hop. Premier kill là. Sacrifice de Vegeta? Ah non! Attends, c'est Satan? Bah, bien sûr, mais attends, Ah vous oui. dormez quoi Je l'ai deviné en même temps. Allez, vous dormez, les gars. Dans le chat, hein, jouez aussi également. Elle est Jouez. trop bien, putain. Elle est magnifique. Ouais. Mm. Elle est stylée. Hop, on en a une autre. Alors, hop, je vous montre la jambe pour l'instant. Normalement, ça va être rapide aussi, je pense. Peut-être pas. Juste la jambe. Normalement, Le pied est J'ai pas un grand. doute. le pied est pas grand, effectivement. J'ai doute parce que j'allais dire Vas-y, vas-y. Gohan, Non, mais j'ai J'ai pas sur Gohan aussi. C'est pas Gohan. C'est vrai que le pied est petit. C'est pas Goten. C'est pas Chaozu C'est Chaozu, bravo, Kat. Ah! Ah. Tac, hop. Petit Chaozu qui se sacrifie C'est face Adetun à. Shinan. Oh, trop Ouais, cool. ah oui. Adetun Shinan. Donc, bam, on en a un. Jouez hein, dans le chat. Est-ce qu'il joue dans le chat? Je vois pas, j'ai pas le chat devant moi. Oui, Ils jouent. Ah, ça, alors là, oui, ils sont oui. forts. Elle est rapide, celle-là aussi. Des Très facile. serviettes de sport, hein, pour ceux qui disent qu'elles sont petites, ouais, c'est des serviettes pour genre. Ouais, c'est pas pour se laver. Hein, c'est- c'est Oui, pour ta oui. nuque. Tu t'éponges le visage, des trucs comme ça, c'est très courant Ouais. au Japon. Bon, le personnage, vous l'aurez, mais quelle scène Bon. exactement? Quelle scène exactement? Quand il arrive face à Piccolo. Oh là là, mais quel effort! Putain. J'aime quand ça va vite comme ça. Voilà, magnifique, hein, le Kid Goku qui arrive face à Piccolo. Allez, celle-là aussi, ça va être facile, je pense. Trois quarts de face comme ça, elle est géniale cette case. Mais quelle scène exactement? Michael le comme ça, sacrifice. Sapo. Non. Sacrifice de Piccolo contre Nappa. Non, Makenko Sapo, non. C'est J'ai- pas j'ai un Makenko. C'est pas Makenko. Je crois que c'est le sacrifice, mais la pose est pas. C'est pas celle-là. Donc je pense que. Attends, celle-là, je regarde. Non. Ça me Ah, non. semble être. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, c'est Piccolo normal. Voilà. Piccolo. Ouais, mais non, non. mais C'est forcément une scène. Piccolo 24 heures c'est sur l'arrivée 24. c'est l'arrivée des Saiyans, non? C'est l'arrivée des scènes. La tenue, c'est l'arrivée des scènes. Donc ouais, je pense que c'est l'arrivée des scènes. Ouais. Hop. On continue. Celle-là, vous l'aurez pas. Ah, quoique, vous savez quoi? Si, vous pouvez l'avoir. Normalement, vous pouvez l'avoir. Attendez, je vais le plier correctement, histoire d'avoir juste ce que je veux. Hop.
Allez, normalement, si vous lisez un petit peu, Papaya Island, forcément. Du coup, bah, c'est la Bah, c'est bannière, sa bannière de l'île du Tenkaichi Budokai. voilà. Bravo. C'est ça exactement. Hop, on continue. Il en reste 2. Elle est super celle-ci aussi. Hein. Celle-ci avec celle de Mr. Satan, tu les mets côte à côte, c'est trop cool. Hop, allez, rapidos, celle-là, vous l'avez aussi. Ozaru. Ozaru. Bah, bien sûr, Ozaru tous les jours. Ozaru tous les jours. Oh ouais, avec le... elle est trop bien. Je Hop. m'attendais pas à ça, tu vois. Et dernière, qui est pour le coup la plus sobre. Bon, du coup, il n'y aura pas de suspense, il y a juste ça. Storyboat. Voilà. Capsule corps. Bah, Capsule oui. corps. Donc, c'est. Alors, c'est écrit exactement Last Hope Trunks, l'aventure des. Là, j'ai la merde. En plus, Last Hope, il écrit en anglais, je crois. en anglais, ouais, Donc, non, je déconne. Donc voilà, ils sont tous. Donc merci JD World, 5% de réduction. c'est grave cool. Team Manga 5. Ouais, c'était un petit jeu que je voulais faire pour l'occasion. Je vois que dans le chat vous avez joué. Voilà, Limotozaru, c'est ça exactement, vous pouvez spammer. Et ben les amis, on est parti pour le petit hommage. Il y a le jingle dossier, mais c'est pas vraiment un dossier, c'est plus un hommage à Shunsuke Kikuchi. C'est parti, jingle. Let's go. On est parti pour un hommage à Shunsuke Kikuchi, qui nous a du coup quitté cette semaine. Le grand Shunsuke Kikuchi, qui est un très grand compositeur de musique, surtout de séries d'animation, dont on va citer après, dont on va parler, mais surtout Dragon Ball Z, voilà, dont on parlait juste avant pour les goodies. Je voudrais qu'on commence d'abord par parler un petit peu de lui, du personnage, de la personne. Donc sachez que Shunsuke Kikuchi, il est né en 1931 et au Japon bien évidemment. Il a été diplômé du coup en génie mécanique à la base à Aomori au nord du Japon, donc rien à voir. Comme quoi, vous pouvez vous reconvertir, il n'y a pas de souci. Vous avez fait un bac S et que vous voulez être mangaka, il n'y a pas de souci. Totalement. Donc voilà, c'était vite pour l'introduire. Il entre dans la prestigieuse Nihon University College of Art de Tokyo, où il étudie du coup la musique après pour se spécialiser dans la composition. Et du coup, il poursuit ensuite son éducation avec le compositeur du coup Shuji Kinoshita, très réputé au Japon également dans l'industrie du cinéma et du drama. Ça se voit sur sa carrière par la suite, d'ailleurs. Donc ça se voit exactement pour sa carrière. Et du coup, sa carrière, là, tu peux nous en parler un petit peu. Tu parlais justement de l'industrie du cinéma et du drama. Il n'a pas fait que de l'animation, loin de là. Notamment, il a travaillé sur Gamera, donc, qui est un peu le rival, mais voilà, un peu on peut le dire, je pense, le rival de Godzilla au Japon. Oui, Il a fait aussi les Kamen Rider. Il a fait les premières séries de Kamen Rider qui, alors là, attention, hein, Kamen Rider, on pourrait presque dire que c'est l'équivalent de Dragon Ball pour le tokusatsu, quoi. Genre vraiment, c'est un phénomène Kamen Rider. Il a fait les 4-5 premières séries de Kamen Rider. Donc là, ou déjà d'ailleurs sur les musiques, on retrouve un peu certains de ces trucs, parce qu'il a un style quand même qui est très particulier. Hein. On va le revoir un peu tout au long de sa carrière. Il a aussi fait du Tiger Mask, mais attention, pas Tiger Mask, le manga. Il a fait un film sur le catcheur du coup Tiger Mask au Japon, qui lui s'inspirait du manga. De ce que j'ai vu, j'ai creusé un peu le truc. C'est pas parce que Tiger Mask, qui est un gros manga à l'époque de catch, donc c'est pas une adaptation animée. Donc voilà, déjà avec ça, le mec était déjà bien en place. Juste avec Kamen Rider, presque on pourrait dire, le gars est déjà un peu au sommet de l'industrie. Totalement. Mais c'était que le début, quoi. C'était que le début, parce que dès qu'il s'attaque à l'animation, il s'attaque pas à des petits titres, parce qu'on parle de Tiger Mask, du coup en 1969, qui est juste un titre, un très gros titre à l'époque, hein, Tiger Mask. Non, justement. C'est ce que je ne sais. C'est que non, justement, c'est pas le. Tiger Mask, c'est une grosse série. Non, hein, mais Tiger Mask, c'est pas le Tiger Mask, c'est ça que je te disais. C'est que c'est un film Tiger Mask. D'accord. C'est un film Tiger Mask qui n'est pas. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'animé Tiger Mask. Il n'y a eu que des films Tiger Mask. D'accord, ok. Tiger Mask, il y a un animé. Hein. Il n'y a pas d'animé de Tiger Mask. Si, Il y a peut-être un animé, mais en tout cas, c'est pas là-dessus qu'il a travaillé du tout. Genre, c'est même pas en rapport avec la licence Tiger Mask. Non, c'est bien l'animé. Je viens de vérifier, c'est bien l'animation. C'est bien l'animé de 1969. C'est le film. Le film d'animation. Monsieur. Non, c'est le film sur Il a travaillé sur un truc d'animation. Hein, Si, Ou alors c'est il bien. y a eu peut-être qu'il y a eu un problème dans mes sources, hein. C'est pas impossible. Non, il a bien fait l'animé de Tiger Mask, il n'y a pas de souci que ça.
Oui, c'est sûr. Il a également fait Getter Robot qui est une série que j'aime beaucoup, donc de 1974, et surtout UFO Robot Grandizer Goldorak, je pense pour les intimes, qui est aussi une très très grosse série d'animation. Donc déjà, tu te dis que voilà, le mec, il pèse un peu. Tiger Mask, Getter Robot, Goldorak, pas mal de mangas de Gonagai qui vont être adaptés en anime également. Leiji Matsumoto, etc. Donc franchement, le mec pèse un petit peu dans le game. Il a également composé du coup les musiques de Dr. Slump avant Dragon Ball. Donc le précédent manga de l'auteur de Dragon Ball, Akira Toriyama bien évidemment. Mais on le connaît aussi et surtout, Dorian, pour Dragon Ball et Dragon Ball Z. Évidemment. Et surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est que juste pour Dragon Ball Z, il a au moins composé 400 musiques. 400. On compte même pas Dragon Ball, juste Dragon Ball Z. Donc je pense que le tout, on doit atteindre minimum 600, je pense. On n'arrive pas à savoir exactement combien parce que toutes n'ont pas été commercialisées, toutes n'ont pas été mises dans des albums, toutes. Il y a énormément de reprises aussi. Avec aussi, évidemment. Et du coup, ouais, c'est vraiment des centaines d'OST. Parce que du coup, faut savoir, pour une œuvre surtout comme Dragon Ball, pour Anime Fleuve, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais ça a un peu changé au niveau des méthodes de production. À la base, pour ces animés comme ça, même pour des séries de 12 ou 24 épisodes, ça dépend le compositeur, ça dépend la série. C'est vraiment un stock qui est fait. C'est un stock, je pense que vous le savez. On peut pas composer par-dessus la production en même temps que sur une série de 250 épisodes, c'est impossible. Donc du coup, c'est un stock constant qui fait de musique. Et il était vraiment très très fort pour ça. Donc parce qu'à côté du coup, faut savoir aussi une autre précision. Là, on va parler un peu plus globalement. Je parle un peu plus globalement du coup de production de musique, aussi pour le coup, mais une précision importante. Le compositeur donc fait les musiques, ça on est tous d'accord, mais ce n'est pas lui qui les place, qui dit il faut les placer à tel endroit dans l'animé, c'est un autre rôle. Désolé, j'ai plus le nom exact. Je crois que c'est pas Blaster, c'est quelqu'un qui designer du coup. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr 100%. Il travaille avec le directeur son, non? Ouais, je crois que c'est ça. Donc du coup, même si peut y avoir en fait un rôle plus spécifique encore, vraiment pour privilégier juste quand placer les musiques. En gros, pour faire simple, alors il y a un sélectionneur musical qui s'appelle du coup Shigeru Miyashita sur Dragon Ball. Voilà, c'est ça. Qui du coup, lui, va décider de quelle musique on va utiliser pour tel moment. Voilà, donc en gros, là, on donne juste une directive à Kikuchi du coup. Voilà, il faut des musiques pour tel type d'action, voilà, de l'action, des moments plus drôles, des moments etc. Lui, il fait toute la BGM, la bande son. Et derrière, t'as un sélectionneur du coup qui s'appelle du coup Shigeru Miyashita qui s'occupe de. C'est ça. Et aussi, donc il y a la différence aussi avec les Star Song où du coup, les musiques souvent qu'on présente, les musiques chantées, qui là du coup sont faites pour, alors que les BGM, on parle, ce qui est composé d'habitude, sont faits pour être en fond. Juste être un fond musical, les insertions qui sont vraiment là pour être accompagnées totalement, tenir par la main la scène et l'image. Et il faut savoir qu'au début de Dragon Ball, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que Kikuchi, en fait, il partait du coup, vu que Son Goku c'est basé évidemment sur la célèbre légende chinoise, il partait du coup sur un style plus chinois au niveau de ses musiques, et on le ressent un petit peu. Et au final, on lui a dit d'évoluer un peu son style parce que Dragon Ball, fallait représenter que Dragon Ball se passe vraiment dans un monde imaginaire où on n'a pas vraiment de repères, plutôt que de rattacher ça à l'esprit chinois que peut renvoyer un peu aussi le début de Dragon Ball d'une certaine façon. Totalement. Et où par la suite, du coup, il a évolué. Et puis après, on peut compter aussi les nombreuses musiques où on connaît tous, on a tous en tête cette musique, vous savez, où on dit ça c'est le thème de machin, c'est le thème de truc. Donc il faut savoir, à la base, c'est un peu pareil dans beaucoup d'OST.
on va dire, il y a un thème composé, on va dire, ça va être le thème de machin, le thème de truc. Par exemple, sur Dragon Ball, on compte le thème du Red Ribbon, on peut compter le thème de Piccolo Daimao, thème de Bulma, thème de Goku, etc. Mais par la suite, ça n'empêche pas de les réutiliser par la suite totalement dans un contexte hors. Donc par exemple, le thème du Red Ribbon, si je me trompe pas, j'ai peur de dire de la merde, mais je crois que c'est vous savez, le ta 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 ta. Et très belle imitation, je sais. Et celui-là, vous l'avez très bien entendu de nombreuses fois, surtout par exemple dans l'arc Cell ou dans l'arc Boo. Et du coup, la musique a souvent évolué, elle a souvent été remaniée, etc. Parce que aussi, il faut compter les films où la musique aussi a été faite. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de musiques différentes et beaucoup de techniques différentes d'ailleurs pour créer ces musiques. Et là, Kai, tu vas nous expliquer un petit peu comment Kikuchi travaillait. Bah, pour le coup, lui, il a, comme le disait tout à l'heure Dorian, c'est qu'il a une identité qui, quand il y va, bah, en fait, on reconnaît direct, notamment pour Dragon Ball, où il s'était vachement inspiré d'une idée assez chinoise, des légendes chinoises, etc. Et il joue, enfin, en tout cas, de ces OST qu'il nous produit, il est pour toutes ces séries dans un nombre très réduit d'instruments. Donc plus ou moins mis en avant en fonction de ces dernières. Donc on a tout d'abord les cuivres, tout simplement les trompettes qu'on entend très souvent dans Dragon Ball. Je pense que vous les avez toutes en tête, mais on a tous été habitués pour les sagas Boo, pour la saga Cell, et voilà. On a les bois avec les saxophones, les flûtes traversières et quelques kazoo de temps en temps. On a les percussions qui sont vachement présentes et qui donnent vachement de rythme et de présence, enfin, en tout cas, qui restent vachement en tête et qui donnent vraiment un bon rythme à ces OST. Et enfin, on a les cordes qui sont plutôt en arrière-plan et parfois du violon pour notamment les OST très tristes qui nous restent en tête pour Dragon Ball, pour la mort de Vegeta, etc. Totalement. Donc déjà pas mal de... Ouais, c'est hyper intéressant le truc de savoir que le mec est plus basé sur ce genre d'instruments. Et c'est vrai que c'est des instruments que quand j'y réfléchis 2 secondes, c'est vrai que c'est ce qui revient très souvent sur la série. On peut parler également de l'inspiration d'Ennio Morricone et d'un style très western aussi un petit peu dans l'animé. On sent un petit peu western, un peu duel, un peu... ça se sent dans la réelle finalement de l'animé. Hein. C'est pour ça que ça colle parfaitement, je trouve, justement les musiques de DBZ avec ce qu'on a à l'écran. C'est que en fait ce côté western, tu le retrouves presque déjà dans l'animé avec des gros plans fixes sur les personnages qui se regardent dans les yeux et ça part d'un coup, tu vois, ça fait presque comme tu disais un duel. Et justement il joue vachement là-dessus sur des trucs qui montent en pression petit à petit, hop, ça redescend, ça repart d'un coup. Enfin c'est bon, d'ailleurs ça c'est un avis personnel, mais Dragon Ball en animé, particulièrement Dragon Ball Z, tu enlèves les musiques, ça perd près de la moitié de son intérêt, quoi. Vraiment un des points, même peut-être l'ajout avec les seiyuu de Dragon Ball Z, avant même l'animation, c'est les musiques qui sont juste genre, c'est un truc de fou. Et ce qu'il arrive à te faire ressentir juste avec certaines musiques, c'est dingue, je trouve. Et c'est dommage que finalement, enfin c'est dommage, je me suis été vieux aussi, hein, mais que il a pris sa retraite. Il y a quand même un moment maintenant. Ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé, je crois, sur un projet. Kikuchi. Ce dernier, c'était quoi? C'était. Je crois que c'est avec des BZ qui termine quasiment, non? C'est quasiment ça, je crois. Ouais, il a arrêté vraiment aux alentours des années 2000. Après. Ouais, de souvenirs, elle a fait genre dans par exemple des disques hommages ou des albums hommages, des trucs comme ça. Mais oui, ce qui fait que Dragon Ball reste son plus gros travail. On peut pas mentionner Kikuchi sans parler de Dragon Ball, vu qu'un compositeur qui travaille plus d'une décennie sur une œuvre, c'est pas rien. Surtout quand c'est limite la moitié de sa bibliographie, quoi. Enfin, de sa... C'est vrai qu'il a produit tellement, c'est... Totalement. C'est ouf. Pour l'occasion également, on s'est dit qu'on allait choisir chacun, on va dire à peu près une musique de Dragon Ball Z qui nous a marqué, histoire qu'on se l'écoute un petit peu ensemble et qu'on puisse un petit peu partager ça un petit peu avec les gens. RIP la monétisation YouTube, mais c'est pas grave, on le fait pour on fait pour la passion, les amis. Qu'on se fasse pas bloquer, juste. Ouais. On va commencer du coup avec laquelle qui a mis la première déjà, parce qu'il n'y a pas les noms. Du coup, Sacrifice de Vegeta.
Sacrifice de Vegeta, Mm. la musique du. Mm. C'est la première que j'ai écoutée quand on a appris la triste nouvelle. Ça m'a pas mis bien. Hein. Je peux te dire, déjà, j'étais triste. Et là, derrière, il y a ça qui. Je sais pas si on l'a sur le stream. Et d'entendre. J'étais au fond du trou. Hein. Je vais pas vous mentir. Il y a ça qui s'ajoute par-dessus. La musique, elle est géniale. Ah, mais- Et ce que je trouve qui est vraiment superbe avec celle-ci, c'est que elle est très calme, mine de rien. Il y a un fatalisme qui se dégage du truc. C'est la fatalité, c'est la fin. Hein, Ça représente parfaitement l'esprit de Vegeta finalement au monde d'y aller. Alors que c'est l'honneur. normalement, on pourrait mettre un truc très. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'ils ont fait dans la version américaine. C'est un truc très action, très nerveux, parce que finalement la situation est catastrophique. Vegeta est en train de se faire casser la gueule par bout. C'est la merde. On sait pas ce qui se passe. Enfin, vraiment, c'est catastrophique vraiment. Et là, t'as ça qui pop. C'est triste, c'est calme, et il y a une résolution derrière. Et quand t'entends ça, tu sais que ça va mal tourner. Il y aura pas de happy end avec cette musique. Et c'est. T'as envie de te jeter d'un pont quand t'écoutes ça, hein, clairement. Je suis d'accord avec le chat. Et pourtant, en même temps, non, tu vois. Il y a quand même un. C'est pas purement triste, je trouve. Parce que c'est un peu héroïque. Un peu héroïque, un peu l'honneur, un peu la fierté. Bah, de C'est Vegeta, ça. Un peu voilà, on part avec la tête haute et voilà quoi. Tu vois, Ah, franchement, c'est peut-être une des OST qui m'est le plus resté en tête en vrai. Quand j'ai découvert la mort de Vegeta, c'était vraiment, enfin le sacrifice de Vegeta plutôt, c'était quelque chose en vrai. Et en vrai, quand je pense à Dragon Ball, c'est vraiment cette OST, ça doit être vraiment une de mes OST préférées, tout format confondu. Mais c'est vraiment fort ce que transmet cette OST. Et genre, je pense que t'as même pas besoin de voir la scène pour te rendre compte en fait. Que c'est une OST pour quelque chose de fort. Totalement. On a aussi mis du coup l'OST du Genki Dama. Alors, je sais pas qui l'a mis du coup aussi, peut-être Dorian, je sais pas. Alors, on va dire que c'est J'aurais Dorian, pu la ouais. mettre, mais. Non, on aurait pu Dorian, mais franchement. c'est moi qui en ai mis deux. C'est Dorian, Mais- c'est mais- Dorian, c'est Dorian. mais ça tombe bien parce qu'en fait c'est celle que j'aurais mis donc parfait, voilà. donc l'important c'est que celle-là. Qu'est-ce qui t'évoque du coup toi cette musique là? Vraiment plein de choses parce que surtout je le rapproche au moment j'ai envie de dire le summum de Dragon Ball où elle a été utilisée, le Genki Dama contre Buu. Ce moment incroyable où en fait vraiment c'est une OST quand tu l'écoutes, surtout quand tu te représentes le moment. Et pour moi limite c'est un moment hors du temps. Tu sais ce moment où tu sais que Goku a gagné, il vient de retrouver son énergie grâce au Dragon Ball de Namek. Boo peut plus rien faire face au Genki Dama, t'as tout le flashback de tout l'arc Boo, de tout ce qu'ils ont traversé. Et juste avant de finir du coup avec le climax où Goku parle à Boo avant de l'anéantir avec le Genki Dama, c'est un moment hors du temps et c'est une OST magique. Franchement, Moi, on a tous ce pincement au cœur quand on l'écoute, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, cette OST là, ce qu'elle m'évoque, c'est genre je suis heureux. Quand je l'entends, Ouais, je suis apaisé, voilà. apaisé plus même. J'ai apaisé. C'est ça. C'est bon. Genre on a gagné, mais genre c'est tranquille. Genre, maintenant c'est grâce à tout le monde, on est tous ensemble. Le Genki Dama, bam, on gagne, merci, au revoir. C'est la pureté. Tu vois, c'est la pureté de... C'est ça, et c'est l'alliance aussi. Genki Dama, c'est ça aussi. Et je veux dire parce que forcément, j'ai eu la chance de voir la première séance en France en 2018, de souvenir, mai 2018, Dragon Ball Symphonic Adventure, pardon. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais du coup, forcément, je me souviens, j'étais sûr que quand cette OST allait être joué, on allait tous lever les bras, et c'est ce qui s'est passé, toute la salle levait les bras, c'était magique. C'est vrai. C'était magique, on ressent, rien que par la musique, ce que cette œuvre nous transmet, et c'est incroyable. C'est vrai. Franchement, cette musique du Genki Dama restera clairement dans les annales. C'est vrai que c'est une très belle musique. Je pense on ma va- préférée. On va passer à la mienne du coup. J'ai choisi la M1703 dans la tracklist officielle de DBZ. Et là, changement d'ambiance. C'est Arc-Bout. Changement d'ambiance, c'est l'action, c'est la bagarre, c'est tout ce qu'on aime. Vous allez l'entendre, je pense que vous allez, dès que les gens vont entendre dans le live, là, ils vont péter un plomb. Mais... Je sais pas s'il l'a mis là, parce que j'ai pas de retour. Ouais, il l'a mis. Je pense que vous l'avez directement, c'est l'action, on s'en sort, c'est Gotenks, c'est Goku, c'est J3, c'est tout l'Arc-Bout en fait. C'est vraiment, cette musique-là est symptomatique de l'Arc-Bout, je trouve. Et pour moi, l'Arc-Bout, c'est, je pense, peut-être mon préféré en termes d'OST.
de l'animé. D'accord. Mais ils sont tous excellents, ils sont tous excellents dans n'importe quel arc. Mais dans cet arc-là, je trouve que toutes les OST sont devant. Donc voilà, c'est cette musique-là que j'ai choisie parmi. Elle est utilisée en récap aussi à un moment, non? Non, c'est la Non. mienne. Ouais, des Celle fois. C'est la mienne. Non, c'est Mais une je autre crois qu'elle est version. utilisée à des moments avec une voix off, celle-ci, non? Non, c'est l'autre. C'est il y en a une spéciale pour le récap. Celle du récap. Tu l'as prise, Ouais, mais celle du récap? ouais, c'est moi qui l'ai c'est le Ah, récap. yes. Et c'est la même mais en un peu plus lent. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc bah on va passer à celle de Kai directement du coup. Bah Vas-y, justement Kay. moi c'est justement en fait ce qui est intéressant avec cette OST, c'est que elle va être la ligne directrice de tout l'arc-bout parce qu'elle va être reprise par pas mal d'OST, tant celle d'action que triste et surtout pour le prologue, et elle est basée sur le générique, l'opening de simplement de Dragon Ball Z. Et moi quand je l'entends, c'est que des bons souvenirs, c'est que l'arc-bout, c'est un nouveau départ, c'est le nouveau Gohan qui a grandi, de nouvelles aventures, le nouveau tournoi. Moi quand j'entends cette OST, je pense surtout au tournoi avec le retour de Goku qui ressuscite pour vivre une journée avec sa famille et tout. Et voilà, c'est juste, voilà, pour moi c'est vraiment une des OST qui représente super bien l'ambiance de Dragon, la deuxième partie, enfin la dernière partie de Dragon Ball. Z. Ouais non c'est clair, mais de toute façon, en vrai on aurait pu en choisir Un milliard. des milliards d'autres. Dites-nous d'ailleurs dans le chat, dans les commentaires YouTube, vous, qu'est-ce que vous auriez choisi à notre place? Voilà, vous nous donnez le numéro ou le nom de la musique et on ira écouter ça. Que des musiques de l'arc-bout, finalement. On disait que c'était peut-être là où le prime de Kikuchi, l'arc-bout. C'est vrai. Quand tu regardes finalement. Après, par exemple, celle de Genkinama, elle date un peu plus. Oui. Bah, je crois que la première fois qu'on l'entend, c'est dans le. Je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois que c'est dans le film des cyborgs contre-attaque, du coup, avec C13, C14, C15. Je crois. Qui m'avait beaucoup marqué dans ce film Comme aussi. ça. Et je crois que c'est ça. Mm. J'avais fait un où il absent justement le Genkinama. Franchement, c'est quand j'entends, on a écouté quoi? On a écouté 4 musiques. Mm. Et déjà, 4 musiques qui sont quand même assez différentes les unes des autres. Et c'est là que tu vois le génie qu'était Shunsuke Kikuchi, parce qu'il arrive à te faire chialer avec l'OST que Xena a choisi. Il arrive à me faire vibrer avec de la bagarre, avec de la musique un peu plus entraînante. Le Genkidama, c'est encore une autre émotion un peu plus apaisante, un peu plus, voilà, on a gagné, c'est la fin. La fin, merci, au revoir. Sérénité. C'est la sérénité. Voilà, tout tant de musiques différentes, diverses et variées. Et encore, c'est un petit échantillon de ce qu'il a fait au final pour Dragon Ball et Dragon Ball Z et pour toutes ses œuvres en général. Et je trouve que on a choisi, sans même se concerter finalement, on a choisi justement des trucs assez divers et variés, excusez-moi, variés. Donc c'est une bonne chose. On va peut-être conclure un petit peu en parlant un petit peu justement du Dragon Ball Symphonic Adventure, du coup, dont on a commencé à parler un petit peu. Mister Dorian, c'est vrai qu'il y a un concert qui a eu lieu du coup 2 fois en France et plusieurs fois dans le monde. Surtout en Europe, du coup. Donc, le Dragon Ball Symphonic Adventure, c'est un événement qui a été créé par Overlook Event. Ben, justement, voilà. On l'a à l'écran. Où du coup, c'était un concert qui a commencé sa tournée au Grand Rex de Souvenirs 8 mai, à peu près 7 ou 8 mai 2018. D'ailleurs, c'est marrant parce que je crois qu'on va nous voir avec Muro dans certains extraits de la vidéo, parce qu'on y apparaît. Ouais, si c'est bien le concert que c'est bien la vidéo à laquelle je pense, normalement, on est au fond, on est à droite devant. Si vous avez l'œil. Et ouais, c'est vraiment une expérience. Si un jour il reviendra... Ah, on nous voit, ouais. La télé. Vas-y, va te filmer pause, s'il te plaît, qu'on Vas-y. voit bien. Ouais, essayez de trouver. Allez, essayez de trouver, vous avez quelques secondes, on vous laisse. Un indice rouge. Ah putain, ouais. Allez, vas-y, on peut continuer. Vous avez peut-être d'autres têtes que vous connaissez, vous voyez. Et ouais, parce que du coup, c'était assez cher, 150 € la place. Mais franchement, j'aurais été prêt à la limite à payer plus. C'est une expérience unique. Bon, surtout que là, il y avait en plus une petite rencontre avec... je me cours toujours dans son nom. Je vais dire Takashi, mais... Si, Takashi. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours peur de me tromper sur son nom.
Petite Non, rencontre mais, après avec Takahashi, mais oui, en vrai, c'est une expérience parce que du coup, la personne qui organise ça est sur Twitter, du coup, nom de Romain Dasnoy, je crois que c'est dit comme ça. C'est ça, ouais. Dasnoy, Ouais, Dasnoy. je pense que Danois. Ok. Et donc du coup il a organisé ça, du coup, il a fait un excellent travail, du coup il a déjà réussi à inviter Takahashi, c'était déjà un exploit en soi. Il a fait un concert du coup où, comme il expliquait, en fait il a pas voulu juste faire un concert où il passe quelques musiques comme peuvent le faire certains, hein, soit du côté jeux vidéo ou animé. Il a vraiment fait quelque chose de synchro avec l'image, du coup aussi que c'est pas une image pas n'importe laquelle on va dire, pour ceux qui ont l'œil fin. Sur celles qui ont été diffusées, c'est des images de très bonne qualité. Et du coup, ça a été tout synchro. Il y a des effets de lumière, des effets de bruitage. Takahashi qui chante pas mal qui chante des insert songs, des nombreux openings. C'est une expérience à vivre. Si ça revient un jour en France, moi perso j'irai. Je pense que j'irai très probablement parce que c'est quelque chose. J'avais les larmes aux yeux pendant plusieurs heures parce que du coup c'est un peu comme ça dure plusieurs heures. Du coup j'ai eu la chance moi de le faire 2 fois et c'est vrai que les 2 fois la première fois pour moi je considère que c'est encore aujourd'hui le meilleur jour de ma vie. Ah, non franchement c'est vrai que j'ai eu même les 2 fois, même la deuxième fois j'avais des larmes aux yeux, c'était magnifique. Autant les musiques de Shinsuke Kikuchi, tout le concert est un immense hommage à Kikuchi. Il y a également du coup, les images, comme tu as dit, qui collent avec les musiques. On retrace en fait tout Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Z. On fait toute l'aventure le temps d'un concert. Et c'est vrai que j'ai des très bons souvenirs et j'espère que ça reviendra. En fait, surtout ce qui était marrant, c'était l'ambiance dans la salle. D'habitude, vous savez, un concert, on a plus l'image, voilà, tout le monde est calme, on applaudit de temps en temps. Là, non, c'était vraiment... C'était pas d'un côté irrespectueux, c'était vraiment juste... Les gens étaient contents, les gens faisaient passer leurs émotions. Et c'est ça le principal, en fait, parce que les musiques, ce concert, c'est faire passer des émotions. Et c'est ce qui a été le cas. On en a passé des tonnes. Et je voyais même les musiciens sur scène de temps en temps. Je les voyais, ils rigolaient, ils souriaient. Ils étaient en mode, mais c'est fou ce qui se passe. En fait, je pense qu'ils étaient tellement pas habitués. Parce que, comme tu l'as dit, un concert, normalement, ça crie pas, ça parle pas. C'est juste, t'écoutes et merci, t'applaudis, c'est cool. Là, vraiment, l'ambiance, les Otzaou dans la salle, tu vois. C'était ça qui faisait la beauté. Sans que ça devienne délirant, quoi. C'était quand même, s'empêchait pas d'écouter la musique, c'était pas. C'est ça. Parce qu'on est quand même sur un concert symphonique. Quoi, donc D'accord. Ah oui, regardez, bah voilà justement, le moment où il passe le Genkidama, voilà. Bon, coucou. Et ouais, justement, tout le monde levait les bras, c'était incroyable. Bon, voilà. Qui passe à la télé. On peut. C'est pas une vidéo des fois qui gueule aux gens de lever les bras d'ailleurs. Je crois, il me semble. Alors. Non mais c'est vrai que du coup c'est vrai que pour l'OST du Genkidama les gens étaient un petit peu timides pour lever les bras, j'ai dû pousser un petit peu pour que... Ah bon voilà, bref, petite parenthèse fermée. Je voulais vraiment qu'on marque le coup, enfin on voulait marquer vraiment le coup parce qu'on a perdu du coup un grand homme cette semaine, Shunsuke Kikuchi, encore une fois je rappelle, qui nous a quitté cette semaine, une grande pensée bien évidemment pour sa famille et pour tous les fans à travers le monde qui étaient vraiment en deuil, vraiment je l'ai très mal pris, dès que je me suis levé j'ai vu la nouvelle, j'étais un petit peu dégoûté. Mais c'est la vie, voilà, c'est la vie. Il avait un certain âge. Un grand merci du coup à Kikuchi pour les nombreuses OST et musiques qui nous a fait vibrer tout au long de notre vie, qui ne sont pas après, c'est pas presque terminé. Concrètement, on écoutera et on réécoutera avec plaisir les musiques qu'il nous a produites. C'est dingue de laisser une telle marque sur le monde, justement, avec quelque chose que tu laisses derrière toi, qui fait vibrer des tas de gens et qui vont le faire encore pendant des décennies sûrement. C'est le but de la musique aussi, c'est faire passer des émotions, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et pour le coup, Kikuchi, on peut dire qu'il l'a bien réussi. il l'a totalement bien fait. Et clairement, pour moi, on fera jamais mieux. Enfin, le mec, il était trop... Ça va être compliqué. Trop loin. Tellement haut. Et d'ailleurs, ça s'est senti, dès que dans Kai, par exemple... Il y a des musiques qui ont été changées. J'ai vu la tête de Kai quand t'as dit Kai. Ouais, pas ce Kai-là. Dragon Ball Kai. Ouais, non, mais... Ou même dans Super, il y a des super musiques, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil et je pense qu'on ne le remplacera pas. Très bien. Les amis, on va pouvoir
conclure sur ça. Le petit hommage à Kikuchi qu'on tenait vraiment à faire parce qu'on aime vraiment beaucoup ce qu'il a produit. Grand merci encore une fois, arigato gozaimasu, de là où vous nous écoutez, monsieur Kikuchi. Et on écoutera vos musiques pendant très très longtemps encore et toujours, et on fera passer ça vraiment aux générations futures. Je veux que nos enfants écoutent du Kikuchi et nos petits-enfants et nos petits-enfants et que ça continue comme ça. Et ce sera très très lourd. Les amis, on va pouvoir conclure l'émission avec les recommandations de la semaine. Du coup, c'est parti. Jingle. Les amis, comme d'habitude, on va conclure l'émission avec les recommandations de la semaine et on va commencer avec Kai. Vas-y, Kai. Ouais, du coup, moi, cette semaine, je propose un artiste Fate. Enfin, il commence depuis très peu, mais il propose de très beaux artworks et j'aime beaucoup son style. C'est assez fin et les couleurs sont assez pâles, mais ça fonctionne très bien. Donc, je le mets dans le chat. C'est Xtango, son arrobase. Voilà. Très bien. Ok, super. Donc, là, Taroko. Alors moi, c'est un peu particulier. Donc c'est le compte Twitter de Motboy2, Mossboy2, je sais pas trop comment ça se prononce. Et en fait, c'est assez particulier parce que finalement, c'est pas lui qui fait ce qu'il présente. C'est en gros, c'est un très très gros fan de Mitsuhiro Arita, qui est, je pense que le nom doit parler à certains, l'illustrateur historique des cartes Pokémon. C'est lui qui a illustré un nombre fou de mémoire, le Dracofeu, c'est Arita. Les 3 premiers starters du set de base, c'est Arita. Et il continue encore aujourd'hui à en faire. Donc c'est un giga fan d'Arita. Et très régulièrement, quasiment tous les jours, il va poster des screens en fait, de full set qu'il a de Arita. Donc des versions japonaises, anglaises, holographiques ou non. De certaines cartes. Des cartes très récentes, des cartes très anciennes. Et c'est vraiment super cool parce que Arita lui-même communique pas énormément sur ce qu'il fait. Il a un compte Twitter aussi, je vous invite à suivre. Donc là, on voit pas beaucoup de ses dessins. Donc là, chaque jour, c'est vraiment un hommage à ce grand artiste, pour moi, un des plus grands artistes à avoir travaillé sur Pokémon. Donc voilà, c'est vraiment super cool, je trouve. Ça m'intéresse grandement, ça. Je vais le garder de côté. Moi qui est actuellement en plein dans ma phase carte Pokémon de retour, là, je prends totalement. Dorian, Taroko de la semaine. Alors, de mon côté, c'est aussi un compte Twitter, du coup, mais d'une façon différente, parce que j'ai tombé dessus il y a 1 ou 2 semaines, je crois, et j'avais beaucoup accroché, donc c'est quelqu'un du nom de Zeo Arts, donc qui fait pas mal de concept art, en fait, de différents jeux sur son compte Twitter. Donc, principalement, c'est Pokémon ces derniers temps, où il fait du coup des concepts, par exemple, qui pourrait donner le premier jeu Pokémon en 3D. Un simple exemple avec le HUD, etc. Il fait ça aussi sur d'autres petits jeux. Enfin, sur d'autres petits jeux ou sur d'autres petites inspirations. Là, par exemple, je vois du Banjo et Kazooie. D'autres, je vous conseille vraiment d'aller voir. Il y a de l'inventivité, de beaucoup d'imagination. Et le tout est très bien réalisé, tout simplement. Ouais. Bah c'est cool. Mets-leur le lien dans le chat et on ira checker ça. Moi, ma reco de la semaine, c'est tout simplement Naoki Urasawa, encore une fois, qui, après être devenu le meilleur mangaka de la Terre, après être devenu le meilleur compositeur, musicien de la Terre, le meilleur chanteur de la Terre, le meilleur être humain tout court, le meilleur animateur, effectivement, le meilleur présentateur d'émission, et ben maintenant, il devient le meilleur youtubeur parce qu'il lance sa chaîne YouTube perso, que je vous mets dans le chat. Première vidéo, il présente plus pour l'instant la chaîne. Il parle aussi du dernier tome d'Asadora qui sort au Japon, qui vient de sortir au Japon actuellement, le tome 5, il me semble. Malheureusement, pas de traduction en anglais ou en français ou n'importe. Donc voilà, si quelqu'un nous écoute, si vous voulez traduire, il n'y a pas de souci. C'est très dommage parce qu'ils ont supprimé récemment YouTube, je crois, les sous-titres participatifs qui permettaient à l'époque de rajouter des sous-titres. Si par exemple, normalement, ça ne liait plus. Après, connaissant Urasawa, je pense qu'on devrait un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, les avoir, que ce soit par des fans ou lui-même qui peut-être bouge ça. D'ailleurs, je crois qu'Asadora a repris ou annoncé sa reprise. Le manga est en pause. Oui, c'est ce qu'il fait. Il annonce le nouveau tome dans la vidéo. C'est cool. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de manben, notamment sur la chaîne. Je crois qu'il a posté un peu tous les manben qu'il a fait, donc qui est son émission où il interviewe d'autres auteurs. C'est trop cool. Donc bien sûr, là, c'est le follow instant, bien évidemment. On ira checker ça. J'espère qu'il y aura des traductions.
Mais c'est pas grave. Même je l'écoute comme ça sans comprendre, je suis heureux, je suis un homme heureux et ça me va. Eh bien, les amis, je pense qu'on va pouvoir conclure ce Team Manga Show sur ça. Une émission donc hommage à Shunsuke Kikuchi, bien évidemment. Encore une fois, très grand monsieur. On a parlé de toutes les news de la semaine qui étaient très intéressantes, diverses et variées. Ça fait toujours plaisir. Donc, comme d'habitude, merci de nous suivre chaque dimanche. Chaque 18h, maintenant c'est 18h, mais peut-être ça repassera à 20h très bientôt. Donc restez connectés sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas. Merci à tous, merci Karim, merci Xela, merci Laurent pour votre participation. Merci Dr Muro, que vous ne voyez pas, mais qui carry toujours derrière. Merci à Nelson aussi qui fait le thread Twitter en parallèle de l'émission. Merci à tous. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne et sur les réseaux sociaux. Vous avez là un petit mot peut-être, je sais pas. After à 21h30. After à 21h30, c'est parfait. Allez. On est là. Restez connectés sur la chaîne parce que ce n'est pas fini. Merci. Salut tout le monde. À la semaine prochaine. Allez, ciao la team.